Et, et voilà. Et du coup, merci Damien de venir pour ce premier épisode, on va dire, de ce podcast. Et comme je te disais, l'objectif du podcast, c'est en fait, et de cette chaîne YouTube, c'est de rencontrer des personnes qui ont eu des expériences extrêmement variées, de créer un échange sur plusieurs sujets et ensuite de partager en fait ce podcast avec le monde pour voir si ça, parce que ça peut intéresser, on va dire, le monde éventuellement. Ok, bah, très bien, et très heureux du coup aussi de participer à cette première édition du podcast. Bah, du coup, voilà, moi je suis là pour répondre à toutes les questions que tu peux avoir sur l'entrepreneuriat, puisque bah, on va dire, bah, j'arrive au bout de 4 ans et demi de parcours entrepreneurial pour la sortie du petit lave-vaisselle Bob, qui est désormais disponible à la vente. Ok, très bien. Effectivement, tu as lancé l'entreprise qui s'appelle Dan Technologies, qui propose entre autres le produit Bob aujourd'hui. Mais je voulais juste revenir un peu sur ton parcours en fait avant cette entreprise, cette aventure entrepreneuriale. On s'est rencontrés en classe préparatoire au lycée Henri IV. Je voulais juste savoir déjà au lycée, au collège, est-ce que tu avais une idée précise de ce que tu voulais faire, ou bien c'était déjà un peu plus, c'était déjà assez clair. Alors en fait, moi j'aurais jamais imaginé il y a 5 ans par exemple que je fabriquerais des lave-vaisselle un jour. Ouais. Donc ça là-dessus, j'en avais pas du tout la moindre idée. Après en revanche, en fait, moi j'avais un côté, on va dire, un peu à la fois, on va dire, geek, ingé, c'est-à-dire que j'aimais bien les trucs techniques, et aussi un peu un côté entrepreneur où j'avais aussi un peu la fibre commerciale. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup hésité en fait entre un cursus ingénieur et un cursus commercial. Et c'est pour ça qu'au final j'ai décidé de faire les deux. Donc en fait, on s'est rencontrés au lycée Henri IV. À l'époque, j'étais en prépa commerciale parce qu'en fait, j'avais fait une classe SI au lycée, donc sciences de l'ingénieur, bac SI, et j'ai fait des petits robots. Donc typiquement, j'avais fait un robot en terminale qui était piloté par Wi-Fi avec une caméra omnidirectionnelle sous Linux et tout. Alors comme ça paye pas de mine, mais en fait, faut se remettre dans le contexte. Il y a 10 ans, c'était vraiment innovant. À l'époque, on avait pensé ça pour Fukushima, en fait, pour aller sur les sites, on va dire, où l'homme ne peut pas aller. Et en fait, moi, je me disais que je voulais faire entre guillemets, une entreprise qui me permette de vivre de mes inventions euh, en me consacrant, en fait, on va dire, à la partie créative. Et c'est pour ça que je suis là en prépa commerciale, parce que bah, je voulais en apprendre plus sur le business, etc., en me disant que la partie technique, je la maîtrisais déjà plus ou moins, et que, bah, en fait, j'ai des problèmes techniques, j'avais à les résoudre. Du coup, en fait, après la prépa, je suis entré en école de commerce, donc à l'ESCP, et du coup, bah, pour renouer justement avec la partie technique, j'ai fait un double cursus avec Supélec, donc une école d'ingénieurs en Île-de-France, avec une spé bah, voilà, essentiellement électronique, informatique. Et pour le coup, en fait, c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé, en fait, ce double cursus, parce que, bah, voilà, en fait, un produit, on va dire hardware, on va retrouver dedans de l'électronique, de l'informatique, donc ça, le côté ingé aide bah, quand même pas mal. Et puis après, sur toute la partie structuration, donc on va dire tout ce qui est finance, compta, etc., on va dire le cursus école de commerce a été aussi assez utile. Mm, mm. Donc voilà, je sais pas si j'ai répondu à la Si, si, question. tu réponds à la question. Et en plus, quand tu as la casquette vraiment de CEO, ben, je pense que c'est nécessaire en fait d'avoir cette vision globale. Et je pense que cette double casquette enfin, que tu as, casquette aussi commerciale, une casquette côté ingénieur, t'aide beaucoup en fait dans ton rôle de dirigeant d'entreprise, j'imagine. Mais c'est intéressant que tu aies Exactement, commencé parce par... qu'en fait, je t'écoute, ouais, ouais. ouais, pardon, juste pour rebondir dessus, en fait, c'est vrai que, on va dire, piloter une entreprise, c'est vraiment avoir une vue à 360. Et en fait, qu'on ait, on va dire, soit un cursus purement commercial, soit un cursus purement ingé, ben en fait, on va dire, on va avoir tendance à manquer un peu quelques briques. Alors que là, ben, c'est vrai que c'était quand même pas mal. Même si au final, moi-même, bon, on va dire, j'avais pas de connaissances, par exemple, en mécanique, plasturgie. Enfin, j'avais quelques connaissances de base en méca et en physique, mais on va dire, j'avais pas fait genre les arts et métiers. Et du coup, bah, c'est vrai que même avec un double cursus, il me manquait quelques éléments, bah, notamment sur la partie Indus et Mecha. Ok. C'est-à-dire, ok. Et si on remonte encore plus loin, parce que tu m'as dit qu'au lycée, tu commençais en fait à envisager de créer une entreprise, enfin de créer un projet et d'être un peu dans on va dire l'univers de l'industrie et l'univers d'un produit physique. Est-ce que si on remonte encore un peu plus loin, est-ce que tu avais
qu'il y avait d'autres métiers en fait qui t'intéressaient parce que enfin j'imagine quand on est enfant etc on a souvent des métiers un peu on va dire qui nous font rêver. Est-ce que toi c'était un peu ton cas? Parce que moi si je parle de mon expérience, moi quand j'étais petit j'avais vraiment pas du tout d'idée de ce que je voulais faire et c'était un peu plus tard en fait que je me suis posé les questions. C'est juste un peu regarder avec toi si quand tu étais petit tu avais déjà cette vision claire ou c'était pas du tout le cas. Alors Comme tout le monde, moi pas du j'imagine tout, que il y c'est a un... plein de choses que je voulais faire. Au départ, quand j'étais petit, je voulais faire volcanologue ou minéralogue, enfin, ou étudier la minéralogie. Donc typiquement, j'ai une collection de minéraux, enfin, j'étais vachement calé, j'ai lu plusieurs encyclopédies dessus. Pareil, je collectionnais les fossiles, enfin, paléontologue aussi, ça m'aurait plu. Puis en fait, quand j'étais au lycée, j'ai fait du latin et du grec. Et du coup, j'ai rencontré des archéologues qui avaient bac+12 en archéologie. Et puis quand ils m'ont dit leur salaire, je me suis dit que j'allais faire autre chose, malheureusement. Ah, Et ok. du coup, c'est pour ça que je me suis dit, peut-être ingé ou commercial, on va dire le ratio études versus salaire avait l'air assez intéressant. On va dire c'est un peu la raison pour laquelle je suis parti vers ce cursus-là, hein, sans se mentir. Après, on va dire, moi, ce qui me passionnait aussi, c'était vraiment toute la partie électronique. En fait, j'ai commencé à faire de l'électronique quand j'avais 11 ans. Et typiquement au collège, je faisais des petits robots et je me souviens, je filais même à mes camarades en fait des espèces de tasers que je fabriquais avec des appareils photojetables que je démontais et que je rétrofitais pour que ça se comporte comme un taser. Donc c'était assez cool. Et puis du coup, en fait, ouais, moi je voulais, en fait, je me voyais pas forcément chef d'entreprise. En fait, moi je me voyais plutôt inventeur en mode, pas forcément Tesla ou Edison, mais on va dire, enfin moi je voulais vraiment créer des trucs nouveaux Ok. et en vivre en fait. Et du coup, c'est pour ça que au final, en fait, alors pour Bob, c'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est mon associé. Mais en fait, moi je voulais créer un truc, mais je savais pas quoi. Je voulais juste faire un truc industriel. Et lui avait cette idée de petit lave-vaisselle. Et du coup, on s'est dit bingo quand on s'est rencontrés. Parce que Hmm. voilà, moi j'apportais, on va dire, la partie conception R&D et lui la partie plus marketing, positionnement produit. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à faire quelque chose d'assez abouti, à la fois techniquement et marketingement. Ok, ok. Et c'est toujours ta passion, j'imagine, la paléontologie, etc., les minéraux, la Alors non, non, minéralogie ou pas? depuis, Ou un peu depuis moins? 4 ans et demi, on va dire, ma passion, c'est Bob. Parce qu'en Ouais, fait, souvent, on se dit que... Enfin, on entend beaucoup des podcasts je sais pas, de speakers sur motivational speech où ils disent qu'il faut avoir un équilibre vie pro, vie perso, etc. Mais on va pas se mentir, qu'on est entrepreneur, c'est un peu compliqué. Et donc, il faut vraiment qu'on est entrepreneur, faire un truc qui nous passionne parce que, en fait, on y est à 100%, voire 200% dedans. Et donc, en fait, typiquement, même le week-end, entre guillemets, je passe mes week-ends à préparer des trucs pour la semaine. On va dire mes semaines, si je commence, j'arrive au bureau, c'est 6h30, 7h, je repars, c'est minimum 20h. Donc, ça me laisse pas trop pour avoir du temps pour avoir une vie en dehors, quoi. Et du coup, en fait, ça, c'est quelque chose à quoi beaucoup d'entrepreneurs sont confrontés. Et du coup, il faut vraiment faire un truc qui nous plaît. Et en fait, moi, j'ai adoré ce que j'ai fait avec Bob, parce qu'en fait, ça permet de voir vraiment toutes les disciplines. C'est-à-dire que j'ai à la fois fait de l'électronique, un peu d'électronique embarquée avec tout ce qui était le soft à la base, de la gestion de projet, de la finance. hmm, Voilà, hmm, pas mal de choses. Et c'est un côté vraiment passionnant. Puis après, en fait, au-delà de ça, il y a, on va dire, toute la partie un peu on va dire valeur, vision. C'est-à-dire que moi, ce que je rêvais de faire, c'était en fait d'avoir une usine. Et en fait, aujourd'hui, avec Bob, c'est quand même ce qu'on a hmm. réussi Ouais. à faire. Et moi, je trouve ça vachement cool parce qu'on se dit, voilà, on a réussi à créer une usine en partant de zéro pour fabriquer des lave-vaisselle. Alors même, ok, c'est pas des voitures électriques ou c'est pas, je sais pas, des trucs pour le spatial et tout. Donc c'est pas très deep tech, mais ça permet quand même de créer de l'emploi. Et techniquement, il y a du challenge. Donc clairement, si c'était à refaire, j'hésiterais pas une seconde. Ok. Très intéressant, très intéressant. Et, et j'imagine que ouais, les cours que tu as pu avoir, notamment les cours à Supélec d'électronique, etc., c'était vraiment des cours qui t'aident en fait aujourd'hui dans le produit que tu construis. Euh, à opposition avec d'autres cours que tu as pu avoir qui sont peut-être un peu moins utiles, parce que des fois on fait des études, etc., et on se rend compte que dans le travail que l'on fait, c'est pas enfin, ça nous aide pas forcément au quotidien dans notre profession. Alors que là, dans ton cas, c'était vraiment des cours ciblés qui t'ont bien aidé en fait dans ton aventure entrepreneuriale, hein, j'imagine. Alors clairement, en fait, juste pour partager là-dessus, au final, moi, ce que j'ai fait en cours, enfin, quand j'étais en école d'ingé, je prenais que des cours, on va dire,
on va dire, hard skills. Donc, c'était vraiment que des trucs, je sais pas, de physique appliquée, des trucs sur le Mm. photovoltaïque, etc. Et en fait, je le regrette pas du tout parce qu'en fait, souvent, les gens te disent que bah voilà, pour avoir des idées d'entreprendre, pour entreprendre et tout, il faut faire des trucs plus ouverture d'esprit. Alors qu'en fait, moi, non, je faisais que des trucs vraiment très appliqués. Et en fait, ça m'a énormément servi parce qu'en fait, même si bon, voilà, je fais pas de la physique quantique tous les jours, alors que j'en ai eu des cours en école d'ingénieur, en fait, tous les cours d'électronique, électronique de puissance, tout ce qui est sur les moteurs, informatique, etc., Mm. bah, ça m'a été utile pendant 4 ans. Et en fait, c'est ce qui m'a permis d'apporter les innovations qu'il y a sur le produit. Par exemple, une des innovations qu'on a apportées, c'est l'ouverture capacitive de la porte. Donc, en fait, quand on touche la porte, elle s'ouvre automatiquement. Et elle fait ça aussi en fin de cycle pour sécher la vaisselle. Et ça, en fait, c'est en gros, l'idée en fait m'est venue à la suite d'un cours que j'avais eu en électronique de puissance et Mhm. en, enfin, comment ça s'appelle? Électronique des moteurs, etc. Où en fait, bah, voilà, j'ai un solénoïde et un aimant permanent et je viens créer un flux magnétique qui annule le flux magnétique créé par l'aimant permanent. En fait, c'est bête, mais du coup, ça permet d'avoir une solution qui est ultra réactive et qu'aucun de nos concurrents a aujourd'hui. Ok, ok, très intéressant. Et j'avais vu que t'as commencé l'aventure d'Antech immédiatement, c'est ça, après sortie de ton école? Tu voulais pas tenter un peu la profession classique qui est d'être employé, tu voulais vraiment directement te lancer dans l'aventure entrepreneuriale. C'était pas venu à l'idée en fait d'être employé pendant quelques temps pour voilà avoir plus de connaissances sur le domaine qui te plaît, hein, qui est le produit physique, l'industrie, l'électronique, etc. Éventuellement, tu voulais vraiment te lancer directement, tu voulais pas perdre ton temps. Enfin, c'était quelque chose que. Alors, plusieurs choses. Déjà, d'une part, en fait, il y a le fait que moi, je voulais faire en fait un job plutôt ouais, technique, enfin, regarde, enfin, vraiment un truc où je puisse Mhm, réfléchir. Et en fait, bah, c'est vrai qu'arriver à faire ça en sortie d'école, c'est très difficile parce qu'en fait, ça va être plutôt des jobs, bah, voilà, chef de projet R&D ou des trucs où on va te demander un doctorat, etc. Et mhm, bah, clairement, en fait, avoir un job comme ce que je fais aujourd'hui, ça n'aurait pas été possible en sortie d'école, premier point. Et ensuite, bah, le problème, c'est que quand on commence à travailler, bah voilà, on a quand même après un mode de vie avec, bah voilà, on s'habitue à avoir un salaire qui est quand même à peu près correct. On s'habitue, bah voilà, peut-être éventuellement à avoir une vie perso plus développée, etc. Et en fait, entreprendre au début demande, enfin, demande des sacrifices assez importants, puisque bah, notamment, enfin, nous, pendant un an, enfin même un an et demi, bah, entre guillemets, on se payait pas. On était dans une cave à Paris, enfin, on était vraiment tout seul, on était deux, quoi. Donc en fait, si t'es pas en mhm. sortie d'école et que, bah, entre guillemets, t'as rien à perdre, bah, c'est difficile pour les gens parce qu'en fait, je me dis, un ingé normal qui gagne un peu plus de 2000 € par mois, voilà, qui a une situation stable et tout, pourquoi est-ce qu'il va aller travailler dans une cave pendant 2 ans pour pas se payer et travailler 80 heures par semaine? Mm, mm, mm. Bah, donc voilà, ça demande T'as- quand même un mm. sacrifice qui est important, alors que quand on sort de l'école, bon, de toute façon, on gagne rien, mais de toute façon, comme on était étudiant, on n'a jamais rien gagné de notre vie, donc bon, on n'a pas tant que ça à perdre. Et puis après, bah voilà, comme on est au tout début, on va dire que ces sacrifices-là sont moins coûteux que bah voilà, si entre guillemets on a déjà une vie perso plus approfondie, qu'on a un salaire bah, qui déjà commence à être bien, etc., quoi. Mm, mm, mm. Ok. Tu vois, t'avais peur d'avoir du mal en fait à sortir de ta zone de confort si tu créais en fait cette zone de confort en sortie d'école, c'est ça. Tu voulais directement en fait euh, aller vers ce que tu voulais faire et ne pas en fait rester dans ta zone de confort, créer cette zone de confort qui t'amènerait en fait à y rester parce que c'est difficile d'en sortir quelque part, hein. C'est bien ça, hein. Mm. Exactement, c'est exactement ça. Sachant qu'en plus, en fait, ce que j'ai appris quand même en 4 ans et demi, c'est que, bah, en fait, enfin, moi, j'ai eu la chance, en fait, à travers mon parcours, de pouvoir réutiliser beaucoup de choses qu'on apprend à l'école. Et du coup, en fait, enfin, moi, mes études, ça n'a pas du tout été une perte de temps. Mais en revanche, en fait, dans la plupart des jobs, et moi, maintenant, quand je recrute aujourd'hui, en fait, la plupart des choses qu'on va demander aux gens, bah, en fait, ils vont utiliser très peu de ce qu'ils ont appris, parce que les jobs, bah, surtout dans les grands groupes, bah, couvrent, on va dire, un spectre de connaissances assez fin. Bah, par ailleurs, on va dire que ce qui fait qu'on est bon en situation, c'est notre capacité en fait à se confronter au réel et entre guillemets aller dans le tas. Et ça, en fait, on va dire que même si par exemple j'avais travaillé 5 ans, admettons, chez un fabricant d'électroménager, en fait, j'aurais pas été forcément meilleur pour créer Dantec dans le sens, je serais peut-être allé plus vite sur la partie R&D, conception de produits. Ça, c'est vrai parce que je l'aurais déjà fait avant. Mais en fait, sur toute la partie, on va dire, entrepreneuriale, création de la structure, recrutement, levée de fonds, etc. Tout ça, c'est des choses qui ne s'apprennent pas si on, entre guillemets, on se frotte pas au réel.
Donc du coup, enfin, je me dis, pour ceux qui veulent créer leur boîte, faut pas attendre, entre guillemets, faut se lancer direct dès qu'on en sent le besoin, parce qu'en fait, c'est pas en restant travailler 5 ans ou 10 ans de plus qu'on sera forcément meilleur au moment où on se lance. Mm, mm, mm. Ok, oui, oui, très intéressant. Et quand tu as décidé de te lancer dans cette aventure entrepreneuriale, comment ça s'est passé pour l'investissement? Est-ce que tu avais déjà un peu de sous de côté? Est-ce que tu as réussi à convaincre tes investisseurs? Euh, Est-ce que pour la R&D du produit, ça demande quand même une certaine force de frappe financière, j'imagine, pour faire des tests, etc. Comment ça s'est passé pour toi, cette phase qui est souvent un peu délicate, hein, pour les entrepreneurs? Alors nous, en fait, tout s'est pas fait en un jour. En fait, nous, on a commencé, c'était à l'été 2016. Donc nous, en fait, on avait créé la boîte avec 10 000 € de capital. Donc on y a mis toutes nos économies. Et en fait, quand on crée une boîte, on n'est pas obligé de souscrire tout le capital d'un coup. Donc on l'avait décaissé en deux fois, 5 000 et 5 000. Parce qu'à l'époque, bon, on était tous les deux étudiants. En fait, mon associé venait de terminer son alternance à la BPI. Et moi, en fait, je l'avais rencontré en stage là-bas à l'été 2015. Et j'étais encore, en fait, étudiant à Supélec pendant toute ma dernière année. Et du coup, en fait, la première année, ce qu'on a fait, c'est qu'en gros, on sous-louait la cave du café de la copine de mon associé, qui était le Café Fauve dans le 11e, donc 200 € par mois. Et puis après, on avait acheté un peu de matériel et tout. Alors, pour la petite histoire, on avait récupéré, c'était à Fontainebleau, le labo d'un ingé élec, alors qui malheureusement est mort. Mais en fait, en gros, son fils a récupéré la maison. Il avait un immense labo avec plein de matériel. Et du coup, enfin, je crois, on avait racheté ça genre 500 €. On avait pris un fourgon, on avait loué un fourgon, on était allé chercher tout le matériel, on avait tout ramené à la cave du Café Fob. Donc c'était un peu notre première épopée. Et en fait, partant de là, ce qu'on a fait, on a fait des petits protos avec du plexiglas au Tech Shop, donc un Fab Lab au début. Ensuite, on a postulé à quelque chose qui s'appelait la bourse French Tech. Donc ça, c'était 30 000 € de subvention décaissée en deux fois. Donc qu'on a eu, je crois, début 2017. Et en fait, avec ça, on a pu acheter des grosses imprimantes 3D qui font genre 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre. Et ça nous a permis d'imprimer des pièces en 3D. Et donc, on a continué à travailler là-dessus pendant tout 2017. Et je me souviens, fin 2017, on a passé enfin, genre 3 mois à imprimer les pièces en 3D, à les poncer, à les peindre, etc. pour arriver à faire le premier bob, on va dire, esthétique qui ressemblait vraiment à un bob. En parallèle, j'avais fait des protos des cartes électroniques. Et donc, début 2018, on avait le Bob V4, donc c'était la quatrième itération, qui ressemblait donc vraiment au Bob avec le hublot rond, avec la coque bleue et blanche, etc. Mhm. Sachant qu'en parallèle, en fait, à l'époque, on voulait laver avec des ultrasons. Donc en fait, à Supélec, en dernière année, on avait un projet qui s'appelait la CEI, donc enfin dans EI, c'est études industrielles. Et en fait, au lieu de travailler pour un industriel, je l'avais fait pour moi. Et en fait, en gros, on avait développé une carte qui permettait d'utiliser un transducteur à ultrasons à 40 kHz pour nettoyer les couverts. Donc le Bob V4 avait encore cette solution-là. Après, en fait, on est allé chez S20 Industries. Donc ça, c'était pareil, début 2018 qu'on allait s'installer là-bas. Et donc ça, on a continué à faire des démarches pour avoir des fonds. À l'été 2018, on a commencé Mais jusqu'à à... présent, je t'interromps, jusqu'à présent, c'était les 10 000 € de fonds propres plus les 30 000 de la bourse. Non, 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 on a eu bien plus après, ça s'est accéléré. À l'été 2018, en fait, on a commencé à chercher à lever des fonds. En octobre 2018, on a fait notre campagne de précommande parce que là, du coup, on avait obtenu on a obtenu aussi H21 phase 1, donc c'est une aide de 50 000 € accordée par l'Europe. Donc avec ça, on a fait Bob V6, Hmm. qui est en Juste fait le par. Bob qu'on a utilisé Ouais. pour faire les précommandes. Et avec ça, on a obtenu 1,3 million de précommandes. Et en fait, après avoir fait le 1,3 million de précommandes, on a réussi à obtenir 700 000 d'equity, donc en haut de bilan, donc des actions. Et avec ça, en fait, on a pu faire effet de levier pour obtenir de la dette bancaire. Donc au total, on a bouclé un tour de table d'à peu près 3 millions qui nous a permis de sortir Bob. Mais en fait, ça s'est fait, voilà, ce que je voulais dire, c'est que ça Hmm, s'est fait hmm, sur hmm, 2 ans, quoi. hmm, hmm. Et juste pour les aides de l'État, c'est vraiment des aides, c'est-à-dire c'est des subventions, vous présentez votre projet et l'État, en fait, veut vous aider pour développer le projet, c'est ça. Il n'y a pas de contrepartie ou quoi que ce soit à ce stade-là. C'est vraiment une aide de l'État pour l'écosystème French Tech. C'est ça, alors en fait, on va dire si un peu une contrepartie, mais en gros, en fait, l'idée, ce que fait l'État, c'est qu'il met 1 € d'argent public pour 1 € d'argent privé. Et donc, en fait, l'intérêt de faire ça, c'est que ça t'oblige à aller voir des investisseurs.
Et du coup, en fait, ça permet voilà, de faire rentrer de l'argent dans le monde de l'innovation. Et c'est assez intéressant parce qu'en fait, nous, typiquement, au début, on a fait ce qu'on appelle de la love money. Donc, typiquement, notre famille, nos amis, etc., qui ont participé. Donc, on avait levé comme ça 53 000 euros. Et c'est avec ça, en fait, qu'on a eu la bourse French Tech et quelques autres petites subventions. Parce qu'en gros, l'idée, c'est que l'État va donner 1 euro d'argent public pour 1 euro d'argent privé. Et ensuite, quand on a relevé là 700 000, on a typiquement eu derrière 800 000 euros de la BPI et de la région, justement en fait, pour nous aider à sortir le produit. En fait, l'idée, c'est que l'État, que ce soit la région ou la BPI, ils vont t'aider, mais que si derrière tu joues le jeu et que tu te bouges pour aller chercher de l'argent privé. Ok, ça marche. Juste avant qu'on continue, je pense que ça vaut le coup que tu représentes, que tu reparles en fait du produit Bob le mini-vaisselle pour ceux qui ne connaissent pas encore ou qui connaissent, qui voudraient avoir plus d'informations. Je sais pas si tu peux juste le présenter le produit, Ouais, bien il est sûr. Alors en disponible. fait, malheureusement aujourd'hui, je suis pas à l'usine parce qu'on est dimanche, donc je suis chez moi. Mais du coup, chez moi, j'ai évidemment un Bob. Super. Donc, voilà, là, on doit le voir, nickel. Donc, qu'est-ce que Bob? Voilà, c'est ça. Donc, c'est un petit lave-vaisselle, en fait, ce que je disais. Donc, une des features, c'est l'ouverture capacitive. Hop, comme ça. Donc, en fait, quand on le touche, il s'ouvre tout seul. Dedans, on met la vaisselle quotidienne de 2 personnes. Donc, en plus, c'est ma C'est ta vaisselle. Donc, vaisselle typiquement, on va mettre des quotidienne, verres, Damien. des casseroles, etc. Donc, ça, typiquement, c'est ma vaisselle du midi, même du soir, en fait, puisque j'ai mis 2 casseroles. Donc, après, il y a tout ce qui est couvert, etc. Et une des principales features de Bob, en fait, enfin on va dire d'innovation en termes de business model, c'est que on utilise en fait ce qu'on appelle la Bob cassette, hop, donc, qui ressemble à ça en fait, qui contient l'équivalent de 30 cycles de lavage et qui vient s'insérer en fait là, hop, à l'avant du lave-vaisselle. On fait clic et puis hop, c'est prêt à l'emploi. Et une des caractéristiques aussi pas mal, c'est qu'on peut le remplir ici comme une machine à café. Donc là, on voit pas très bien, mais si je me mets un peu au-dessus, voilà, on voit en fait qu'il y a une espèce de trou qui permet de le remplir. Et après, sinon, on peut le relier à une arrivée d'eau, ce que j'ai fait chez moi en fait. Et du coup, quand je lance le cycle, il se lance directement. Ok, très Voilà pour la clair. présentation. Et pour commander le produit, c'est directement sur le site, comme on se rendrait dans un site de e-commerce avec une livraison du produit, hein, c'est ça? Exactement. En fait, nous, la Bob est disponible sur notre site, donc sur dan.tech. Et il y a plein de couleurs disponibles à la vente. Donc, typiquement, moi, j'ai pris le gris et blanc, mais il y a 12 couleurs pour la porte, pardon, et 2 pour le corps, donc blanc ou noir. Et ensuite, la livraison est sous 3 à 8 semaines en fonction de la personnalisation. Et pour ceux qui veulent l'acheter directement, ils peuvent l'acheter sur rue du commerce et c'est livré en 24 à 72 heures. Ok. Et je voudrais juste insister sur deux points du produit. Le premier point, c'est le Made in France. J'aimerais bien qu'on en parle pendant quelques temps. Et également l'aspect impact environnemental du produit. Je sais que c'est aussi un point, vous mettez un point d'honneur aussi sur cet aspect-là, impact environnemental pour la production du produit. Juste par rapport déjà à l'aspect Made in France, c'était vraiment quelque chose d'essentiel pour vous dès le départ d'avoir des produits et des constituants faits en France. Oui, alors en fait, nous au départ, quand on a créé Bob, en fait, ça coïncidait avec la fermeture donc, de S20 Industries, qui était en fait historiquement un site de Brandt, qui était la seule usine en France qui fabriquait des lave-vaisselle. Et en fait, nous, on voulait prouver avec Bob que c'était possible de fabriquer en France des produits, on va dire, grand public, innovants, à un prix qui reste quand même abordable. Euh, et en fait, que du coup, enfin, voilà, en gros, nous, ce qu'on pensait, c'était que la plupart des usines, elles ferment aujourd'hui parce qu'elles innovent pas assez. Et en fait, nous, on voulait montrer qu'en fait, en reprenant un truc qui existe déjà, mais en fait, en apportant de l'innovation, donc typiquement, voilà, le fait que ce soit autonome, le Wi-Fi, l'écran, la cassette, etc., en fait, on arrive à se différencier de la concurrence et du coup, en fait, à pouvoir fabriquer en France, même si, in fine, le prix de vente est plus cher. Parce que forcément, on va dire, fabriquer en France, ça a quand même un coût mais c'est pas non plus exorbitant. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, pour donner un ordre de grandeur, si on fabriquait Bob dans un pays low cost, ça nous coûterait seulement 25% moins cher. Donc c'est pas non plus, Mm, enfin c'est mm, pas 10 fois moins cher non mm. plus, quoi. Après, pour la chaîne de la supply chain, aujourd'hui, j'imagine que vous êtes un peu moins impacté étant donné le contexte de Covid que d'autres entreprises où l'approvisionnement des produits à l'étranger, c'est un peu plus compliqué quand même que si tout est fait au niveau local. C'est aussi, je pense que c'est aussi un aspect qui est plutôt positif étant donné le contexte actuel pour certaines entreprises. C'est vrai. Typiquement, enfin, nous, alors,
enfin, faut quand même se dire quelque chose, c'est que sur un produit industriel, il suffit qu'il manque une pièce et la chaîne est à l'arrêt. Mm, Donc, il suffit que ce soit la pièce qui soit fabriquée en Chine dont on manque, bah, mm, tout le mm, monde est mm. coincé. Donc voilà, après nous, on va pas se mentir non plus, les deux tiers de Bob sont fabriqués en France, mais il y a quand même des pièces qui viennent d'hors de France, donc typiquement d'Allemagne, d'Italie, mais aussi de Chine. Donc voilà, enfin Ok. ça, on peut Mm, pas y mm. Parce échapper. que les Après, ce qu'on produits. a fait en fait, c'est qu'au maximum, on a mis des choses en France parce qu'en fait, c'est plus simple à gérer. Parce qu'on va dire, il n'y a pas la barrière culturelle dans le sens où travailler en fait avec des Chinois, ça demande quand même un effort d'adaptation. Bon, après, on s'y habitue. Moi, entre guillemets, maintenant, je passe tous les matins à discuter avec les fournisseurs sur WeChat. Mais bon, voilà, ça demande un petit effort d'adaptation. Et puis aussi, en termes de conditions de paiement, bah, c'est qu'en France, on va pouvoir, entre guillemets, payer à 30 voire 60 jours nos fournisseurs. Là où en Chine, en fait, il faut payer 100% avant l'expédition de la commande, donc qui nécessite 2 mois en bateau. Donc ça veut dire qu'on doit avancer 3 mois de trésorerie. Donc en fait, clairement, aujourd'hui, pour nous, même si ça coûte un petit peu plus cher de faire en France, on préfère faire en France toutes les pièces qui peuvent l'être parce que bon, on s'y retrouve en termes de trésorerie et en termes de simplicité de gestion. Ok. C'est uniquement la Chine ou il y a pas mal d'autres pays qui demandent un avancement de trésorerie? Ça dépend des Sur- pays. Je pense que c'est juste parce que Surtout la la Chine distance, ils et les préfèrent. pays en fait à l'autre bout du monde, parce que autant l'Allemagne et l'Italie, comme c'est l'Union européenne, on va dire que par exemple s'il y a un litige, ben, en fait tout pourrait être réglé bah, via les instances européennes, donc ça rassure. Là, bah, c'est comme moi en fait, j'ai un distributeur japonais qui veut me commander 1000 bob, bah, entre guillemets, il me paye 100% avant l'expédition, parce qu'on va dire si le distributeur me paye pas, bah, aller récupérer l'argent au Japon, ça risque d'être compliqué. Donc du coup, je comprends aussi pourquoi les Chinois veulent être payés avant. Mm, Parce mm, qu'en mm, fait, si mm. même moi, je disais au fournisseur, bah, écoute, je te paye pas, j'ai pas envie, bah, pour qu'il vienne récupérer son argent, c'est compliqué, quoi. Ok, ok, ok. Et les pièces qui ne sont pas disponibles en France, c'est vraiment que, enfin, les pièces que tu récupères à l'étranger, c'est vraiment des pièces qui sont pas du tout disponibles en France, c'est ça? C'est des pièces qui n'existent absolument pas en France. Par exemple, nous, ça va être les moteurs. Donc, en fait, le seul fabricant de moteurs en France, c'était Celny, qui a fermé, je crois, il y a 2 ou 3 ans. Donc, en fait, en France, on fabrique plus un seul moteur électrique. Donc, bah, enfin, en tout cas, pour de l'électroménager. Parce qu'après, je crois que tout ce qui est automobile, ils le fabriquent eux. Mais en tout cas, sur tout ce qui est électroménager, il n'y a plus personne. Donc, forcément, bah, c'est compliqué. Après, il y avait des Allemands qui en faisaient, mais ils étaient nettement plus chers. Puis, dans tous les cas, c'était fabriqué en Chine. Et en fait, nous, du coup, notre fabricant, en fait, il est aussi fabricant pour tous les gros de l'électroménager. Donc, il va typiquement aussi fournir Bosch, fournir Midea, qui est notre principal concurrent, etc. Et du coup, en fait, c'est assez drôle quand on est dans l'industrie, parce qu'en fait, on se rend compte que tout le monde utilise quasiment les mêmes fournisseurs. Donc, c'est assez drôle. Par exemple, même pour le plastique, nous, on va beaucoup utiliser du LG, qui est coréen. Et donc, qui fabrique des billes de plastique. Et en fait, c'est marrant parce que tout le monde quasiment va utiliser du LG, quoi. Mm, 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 mm. Intéressant, intéressant. Après, faut regarder aussi si le pouvoir des négociations que tu peux avoir avec ces fournisseurs, s'ils sont nombreux ou pas, etc., pour trouver aussi ton compte au niveau de la rentabilité du produit au global. Ouais. Mm, mm. C'est ça. Après, il y a aussi un autre aspect que j'ai remarqué qui est important, c'est que, en fait, choisir des pièces pour lesquelles il y a déjà des fabricants qui utilisent la pièce, ça permet de bénéficier de leurs économies d'échelle. C'est-à-dire qu'en fait, moi, si j'utilise les mêmes moteurs que mes concurrents, bah, eux, ils fabriquent déjà plusieurs centaines de milliers de pièces par an. Moi, je vais fabriquer quelques dizaines de milliers de bobs, et du coup, en fait, je bénéficie, et eux aussi, d'économies d'échelle. Mm, mm, mm. Ok, intéressant. Et tu sens qu'au niveau des consommateurs, c'est un argument qui plaît ou pas, le côté Made in France? Je sais pas si tu as pu avoir des ressentis par rapport à ça, des retours par des questionnaires. Je sais que certaines personnes accordent quand même de l'importance à ce mode de consommation un peu responsable, un peu qui a un impact positif sur la société dans laquelle on vit. Je sais pas si tu as eu des retours aussi par rapport à cet aspect. Oui, alors nous, en fait, il y a, bah, les principaux retours qu'on va avoir, c'est effectivement, alors les gens, en fait, aiment le Made in France pour 2 raisons. Parce que bah, ça permet de créer de l'emploi local. Et donc Mm, ça, en fait, les gens, ils se disent qu'en achetant un produit qui est fabriqué en France, ils contribuent au maintien des emplois. Parce qu'en fait, nous, même si chez Dantec, aujourd'hui, on est avec bah, le personnel en intérim, une cinquantaine, en fait, on fait travailler bah, plusieurs dizaines de fournisseurs. Et bah, voilà, en fait, pour des boîtes qui font quelques millions d'euros de chiffre d'affaires, quand on leur fait des commandes annuelles de plusieurs centaines de milliers d'euros, bah, voilà, on commence, entre guillemets, à peser. Et du coup, bah, on contribue directement au maintien des emplois. Et ensuite, il y a toute la partie écologie où en fait, bah, en faisant localement,
Mm, mm, forcément, on minimise la pollution liée au transport. Typiquement, en fait, nous, toutes les pièces plastiques sont fabriquées euh, en Vendée. Donc, typiquement, ça va être des villes assez proches d'où on est, à moins d'1 heure de route. Et l'électronique est fabriquée en Bretagne. Et c'est vrai que, outre l'aspect, on va dire, pollution, qu'on réduit, c'est aussi un aspect financier qui est important pour les entreprises et que les gens souvent négligent. C'est qu'en fait, le transport, ça pollue, mais en plus, ça coûte cher. Typiquement, quand vous devez faire revenir des pièces électroniques de Chine, mm. généralement, comme c'est urgent, il faut le faire revenir par avion. Ça va vous coûter plusieurs milliers d'euros. Alors qu'en fait, faire revenir, je sais pas, les mêmes quantités de pièces de l'autre bout de la France par camion, en fait, ça va vous coûter que quelques centaines d'euros. Et même si le prix de la carte électronique était légèrement plus cher, in fine, on s'y retrouve. Ok, Et en ok. plus, on pollue moins. Mm, mm. Et j'en viens du coup au deuxième aspect qui est intéressant, c'est un peu l'impact environnemental, à la fois pour la production de Bob, mais également lors de son utilisation. Parce que il me semble que lorsqu'on utilise Bob, il y a aussi en termes de consommation d'eau, c'est aussi assez intéressant par rapport à un lave-vaisselle, on va dire standard. C'est ça. En fait, nous, déjà, point de vue conception, donc le Bob, il est conçu pour être réparé pour durer au moins 10 ans et être facilement réparable. Donc, en fait, il suffit de le retourner. On enlève 4 vis donc, du capot. En fait, on enlève le capot et on a accès à tous les composants. Donc, en fait, on peut le démonter et le réparer ultra facilement. Et nous, on assurera la disponibilité des pièces pendant 10 ans, pendant 11 ans, pardon, après la date d'achat, à prix coûtant sur notre site internet. Donc, voilà, ça, c'est le premier point. Et on mettra des tutos en fait pour expliquer comment le faire. Alors on l'a pas fait aujourd'hui parce qu'en fait, comme Bob est garanti 2 ans, pendant les 2 ans de garantie, c'est nous qui prenons en charge toutes les réparations. Donc aujourd'hui, les gens n'ont pas d'intérêt à le démonter eux-mêmes. Mm, Ça, ensuite, sur tout ce qui est recyclabilité, en fait, le Bob, il est essentiellement fabriqué en plastique recyclé. Donc en fait, en gros, le plastique recyclé, enfin nous, c'est pas du plastique de consommateur, c'est du plastique industriel. Donc en fait, c'est des déchets de l'industrie en fait qui sont pas allés au consommateur final, qui sont rebroyés, recompondés, on appelle ça, et ensuite on en fait des petites billes. Et ces billes-là, nous, on va les utiliser pour Bob. Donc voilà, on minimise aussi la pollution là-dessus. Et ensuite, il y a toute la partie, effectivement, ce que tu disais, économie d'eau, c'est que faire la vaisselle avec Bob, ça consomme 5 fois moins d'eau qu'un mm, lavage à mm. la main pour la même quantité de vaisselle. Et ça, in fine, ça joue aussi. Ok, ok, très intéressant. Et pour revenir à l'entreprise mère, on va dire qui est Dantec, qui est Dantec. Pour l'instant, vous avez mis sur le marché le produit Bob. Est-ce que vous avez déjà en tête d'autres produits ou c'est un peu trop tôt? J'ai vu sur votre site qu'il y a aussi des produits supplémentaires qui peuvent être commandés pour Bob. Mais est-ce que c'est un peu tôt pour l'instant, sachant que ça fait 4 ans que vous avez lancé Dantec? Est-ce que c'est un peu trop tôt? Est-ce que vous voulez attendre d'avoir un peu plus de traction de marché par rapport au produit Bob qui est disponible? Ou quelle est votre vision stratégique par rapport à la diversification des produits? En fait, nous, on va dire, on se voit comme un fabricant d'électroménager. Puis en fait, plus concrètement, en fait, ce qui compte pour une entreprise, c'est sa capacité stratégique. Donc en fait, nous, aujourd'hui, en fait, quand on travaille déjà sur de nouveaux produits, mais c'est pas forcément du B2C, ça peut aussi être du B2B. En fait, ce qu'on se dit, c'est qu'en gros, notre cœur de métier, c'est en fait concevoir et fabriquer des produits en fait dans lesquels il y a de l'électronique et de la mécanique et de l'hydraulique. Et donc en gros, en fait, naturellement, les produits qu'on va développer, sur la partie B2C, ça va rester plutôt dans le domaine de l'électroménager, en lien avec le lavage. Donc forcément, par exemple, un mini lave-linge autonome, on a déjà commencé à travailler dessus, mais ce ne sera pas disponible avant 2 ans. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une barrière à l'entrée financière, comme sur Bob, et du coup, on va dire qu'on attend voilà, qu'avec Bob, on soit plus développé à l'international pour réinvestir dans un projet qui va aussi nécessiter plusieurs millions d'euros. Et ensuite, voilà, des projets sur lesquels il y a un peu plus d'électronique et plus de logiciels, un peu moins d'investissement en plasturgie, où là, en fait, c'est plutôt destiné au B2B, mais où on réutilise aussi notre cœur de compétences. En fait, il faut vraiment voir une entreprise pas comme juste un produit, mais comme en fait une structure qui est capable de créer de la valeur à travers la création de produits. Mais vraiment, en fait, le cœur de métier, nous, en fait, c'est plus notre capacité à concevoir et fabriquer des produits avec de l'électronique et de la mécanique, plus que juste vendre des lave-vaisselle. Mm, mm. Ok, ouais, c'est vrai que la valeur aussi qu'apporte l'entreprise, en fait, c'est son expertise
dans un domaine particulier. Après, cette expertise-là, vous pouvez l'utiliser de différentes façons sur différents produits. C'est vrai que la valeur aussi qu'on ne peut pas vous enlever, parce que elle est issue de l'expérience que vous avez eue pendant de longues années à faire des essais, à comprendre comment ça fonctionne concrètement, ben ça, c'est une valeur que, comme tu viens de le dire, peut être utilisée pour faire d'autres produits, puisque vous avez la connaissance de l'électronique, de la mécanique, etc. Et juste par rapport à Exactement. l'international, est-ce que pour l'instant on peut réaliser des commandes à l'extérieur du territoire français, c'est bien ça? C'est- Oui, alors aujourd'hui, on livre en fait, on va dire, tous les pays proches, donc typiquement le Royaume-Uni et la Suisse, hors UE, puis ensuite tout ce qui est Benelux, Allemagne, Italie, Hongrie, Croatie, etc. Enfin, toute l'Union européenne plus le Royaume-Uni et Suisse, on va dire. Mais après, les pays dans lesquels on a plus de ventes, c'est l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni, la Suisse Ok, et le Benelux. ok, Euh, voilà, et puis après, on va dire les perspectives, nous, c'est quand même se développer plus loin. Donc, notamment, en fait, on a aujourd'hui beaucoup de demandes de distributeurs dans les pays du Golfe. Donc, par exemple, les Émirats arabes unis, Qatar, Arabie saoudite, etc., qui en fait cherchent des produits un peu de luxe, on va dire. Donc, typiquement, des produits voilà, avec un positionnement similaire à Dyson ou à Smeg, ce qui est typiquement notre cas. Et ensuite, il y a tout ce qui est Asie, donc typiquement le Japon, sur lequel on va envoyer un VIE à partir de juin, la Corée, avec qui on voit avec des distributeurs, Hong Kong, Taïwan, et puis après, ben, on va dire l'Amérique du Nord et le Canada. Donc en fait, vraiment, nous, on se dit, on aura atteint notre rythme de croisière avec Bob lorsqu'on pourra vendre Bob partout dans le monde. Donc là, typiquement, aujourd'hui, Bob n'est pas encore disponible à la vente dans ces pays-là. Le but, c'est qu'il le soit d'ici la fin de l'année 2021. ok. Et déjà pour la distribution en Europe, vous sous-traitez cette distribution ou ça se passe comment par rapport aux livraisons? Les produits Bob sont construits dans votre usine en Vendée, c'est ça? Et ensuite, à partir de là, c'est un sous-traitant qui réalise les livraisons? Ou c'est quelque chose Oui, que c'est ça. c'est un En fait, sous-traitant? Ok. nous, en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on fabrique les produits, les gens les achètent sur notre site, et ensuite, en gros, Chronopost vient les chercher, et en fait, ensuite, ils livrent directement chez la personne. Donc ça, c'est le modèle actuel. Ensuite, maintenant, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on passe aussi via des plateformes. Donc typiquement, je parlais de rue du Rue commerce du tout à l'heure. commerce, On va être aussi marketplace. sur d'autres plateformes françaises, sur Amazon dans les pays, dans d'autres pays d'Europe, et puis ensuite au Japon, aux États-Unis, parce que c'est une plateforme sur laquelle il y a quand même beaucoup de monde et qui rassure les gens, parce que bah voilà, en fait, quand on a un problème sur Amazon, les gens ils savent qu'ils peuvent renvoyer le produit, ils sont remboursés, donc ça rassure. Hmm. Et ensuite, bah voilà, on voit aussi pour passer via des retailers physiques. Donc typiquement, par exemple, Boulanger en France, on y sera dans les prochaines semaines, normalement. Et ensuite, son équivalent dans d'autres pays européens, justement en fait pour que les consommateurs puissent voir le produit. Parce qu'en fait, même s'il y a le coronavirus, en fait, les gens continuent à aller au magasin. Et c'est vrai que nous, notre produit, ben, il est quand même un aspect waouh. C'est-à-dire, enfin, une remarque qu'on a souvent eue de nos clients, c'est que le produit, ils nous disent qu'il est plus beau en vrai que sur le site internet. Et du Ah, il coup, est déjà très beau on se sur le dit site que internet, s'il est en Damien. magasin, bah, les gens vont pouvoir le voir, le toucher et tout, et ça va Ouais. créer, ouais, je pense, de l'attraction en tout cas. Mm, mm, mm. Oui, c'est vrai que pour les produits électroménagers, c'est toujours intéressant de voir le produit en vrai pour assurer en fait que ce soit. Et c'est valable aussi pour d'autres produits qui ont quand même qui ont des prix plutôt non négligeables, tu vois, pour assurer le consommateur. Et par rapport à l'international, Exactement. du coup, il faudra regarder une nouvelle usine de production, j'imagine, enfin qui est un peu plus proche, ou ça sera toujours une usine de production, ou Non, c'est non, une discussion en nous, le cours. but, c'est surtout, en fait, on va dire, charger notre usine en France. Donc là, aujourd'hui, on a une capacité de production qui est d'à peu près 3500 à 4000 bobs par mois. C'est ce qu'on produit actuellement. Dans l'idée, en fait, c'est saturer ça et on peut doubler la ligne. Donc typiquement, on peut monter à 8000, voire 10 000 bobs par mois. Et donc ça, en fait, ça permettrait de couvrir, pas entre guillemets, normalement le monde entier. Sauf si vraiment les ventes explosent, à ce moment-là, on verra comment on fait. Mais déjà, on va saturer l'usine. En fait, typiquement, on se dit que si au Japon et aux États-Unis ça marche bien, on ouvrira en fait une ligne spécifique 110 volts. Et en gros, en fait, il y aurait une ligne 220 volts pour tout ce qui est, on va dire, Europe, et une ligne 110 volts pour tout ce qui est Amérique du Nord et Japon. Sachant qu'en fait, nous, on veut garder la production en France, en tout cas à moyen terme, bah, d'une part en raison des valeurs Mm, qu'on mm. véhicule, et d'autre part parce qu'en fait, le Made in France a quand même un intérêt, notamment en Asie, enfin si on parle au-delà de Mm, la France, mm. c'est qu'en fait,
bah voilà, on va dire les Asiatiques ont une très bonne image de la France. Ah, c'est Bah aussi un voilà, argument de vente, ouais. exactement, c'est la France, c'est très associé luxe, art de vivre, Ouais. euh, un peu romantisme, on va dire aussi. Et du coup, auprès de la clientèle asiatique, l'aspect origine France, c'est vraiment un plus. Intéressant, ouais, ouais. Ok, ok. Très intéressant. Euh, ok. Je voulais voir aussi avec toi par rapport aux besoins consommateurs. Lorsque vous avez créé le produit, vous l'avez pensé pour des étudiants, c'est ça, qui ont besoin d'un petit lave-vaisselle qui actuellement n'ont pas forcément un lave-vaisselle à disposition, c'est ça. Après, ça peut s'élargir à d'autres profils. Alors, c'était pas forcément étudiant en fait. En fait, nous, quand on était étudiant, on était fauchés. Et du coup, typiquement, on n'aurait peut-être pas acheté Bob parce que bah, moi, j'étais boursier, mon associé, enfin, il Mm, travaillait un mm, petit peu pour arriver à payer, enfin, on va dire, ses frais. Mais on était quand même assez fauchés. mm, Donc, c'était plus en fait, on va dire nous, mais en fait, en sortant des études, où là, en fait, tu vois, quand tu prends un appartement, tu vois que t'es tout seul et tout, bah, là, tu vois, tu rentres du travail et t'as pas envie de t'embêter à faire la vaisselle. Et là, clairement, en fait, Bob, ça fait sens. Et nous, typiquement, l'essentiel de nos ventes, c'est sur les 25-35 ans qui, voilà, n'ont pas envie de se prendre la tête et achètent un Bob. Après, il y a 20% des étudiants qui achètent un Bob. Donc ça, c'est plutôt, on va dire, les étudiants aisés. Donc typiquement, bah voilà, il y a quand même des étudiants qui achètent un iPhone et tout, donc c'est pas trop un problème non plus le prix. Donc typiquement, on travaille justement pour cette cible-là à mettre en place une offre en fait où on pourrait acheter Bob à 1 € par jour. Donc en fait, ça permettrait de lisser l'achat de Bob sur un an. Et pour les étudiants, bah, c'est intéressant parce que 30 € mm, par mm, mois, mm, 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 bon, ça va. Enfin, moi, typiquement, 30 € par mois, je l'aurais acheté, mais 300 € d'un coup, ça faisait quand même mm, mm, beaucoup. mm, mm. Et ensuite, tout ce qui est personnes âgées. Alors ça, on n'est pas du tout imaginé qu'il y aurait plein de personnes Ah, âgées qui achèteraient Bob. Mais en fait, on a beaucoup de personnes voilà, qui ont plus de 60 ans, qui en fait ont leurs enfants qui sont partis, qui se retrouvent toutes seules. Et bah, pour qui un gros lave-vaisselle, ça sert plus à rien parce que, ben, en fait, alors moi déjà le Bob, je suis tout seul, je mets une journée au moins à le remplir. Mais en fait, en gros lave-vaisselle, vous mettez une semaine et entre guillemets, quand on lance le Bob, enfin, quand on lance le gros lave-vaisselle, la vaisselle, elle a séché, enfin, c'est l'enfer, quoi. Alors que là, le Bob, bah, quand on est tout seul, même si on a un gros lave-vaisselle, Bob, c'est beaucoup plus simple parce qu'en fait, on va toujours plus ou moins réutiliser la même chose et bah, du coup, on est en roulement et c'est beaucoup plus simple. Et ça, en fait, les personnes âgées aiment bien. Ouais. ok, ok, intéressant, très intéressant. Et euh, si tu compares un peu ton expérience là d'entrepreneur à ton expérience en prépa, qu'est-ce qui était le plus difficile? J'imagine que c'était l'expérience en entrepreneur, beaucoup plus. Définitivement, clairement. Définitivement. Même si La classe prépa, c'est prépa, rien à côté de créer une entreprise. je m'en doutais, je m'en doutais. Ouais, bah écoute, en prépa, en fait, en gros, la vraie différence en fait entre la prépa et être entrepreneur, c'est qu'en fait, en prépa, tu vois, moi je me souviens, on bossait, on était quand même, bah voilà, t'as quand même un groupe, tu vois, un esprit collectif, etc. Tu vois, où, entre guillemets, bah voilà, on allait tous à la Bibli le soir pour bosser, le week-end aussi, etc. En fait, entrepreneur, c'est pareil en termes de rythme quasiment, voire parfois plus intense sur les périodes de rush. Sauf qu'en fait, tu es beaucoup plus seul parce qu'en fait, entre guillemets, il va y avoir que toi, ton associé. Et enfin, c'est très difficile d'avoir du feedback. En fait, quand tu es entrepreneur, c'est à toi de définir ce que tu dois faire. Sauf que des fois, en fait, t'as pas la moindre idée de ce qu'il faut faire. Et bah, du coup, tu es Mm, là à te, mm, à te demander, bon, qu'est-ce que je dois faire, etc. mm, Et mm, parce qu'en fait, il n'y a personne pour t'aider, tu vois, il n'y a pas de bonne réponse. En fait, tu es là, mm, bon, bah, faut que je fasse, bah, genre, faut que je sorte le produit, tu vois. Enfin, comme mm, nous, mm. quand on a vendu les précommandes, tu vois, on a vendu 6000 précommandes et tout. Donc au début, tu avais un peu le côté euphorique, ouais, on a vendu plein de bobs et tout. Tu vois, puis une semaine plus tard, tu es là. Bon, Il bah faut, maintenant, il faut sortir le il produit, faut quand quoi. même avoir le produit. Et t'es là, bon, alors comment je fais? Ouais. Après, la chose qui est intéressante dans l'entrepreneuriat, c'est que tu as un peu cette liberté de créer quelque chose qui te correspond toi. Quand tu es employé, tu es un peu sous la tutelle de la vision de ton entreprise, tu as ton mot à dire, tu peux t'exprimer, mais pas autant que si tu avais ta propre entreprise avec ton Hmm. produit qui correspond à ta vision, à ce que tu veux apporter dans la société. Pour moi, ça aussi, c'est super gratifiant quand tu es entrepreneur, au-delà de l'aspect difficile, etc., qui d'ailleurs
permettent de grandir aussi, hein, qui te permettent d'apprendre beaucoup sur toi, sur la vie de manière générale, parce que être entrepreneur, c'est aussi, je pense, être aventurier. Et comme tu l'avais dit au début de l'interview, c'est se confronter au réel, ne pas rester dans la théorie, dans l'abstraction, chose peut-être qu'on a fait en classe préparatoire dans certaines matières. Là, Oui, l'entrepreneuriat, c'est vraiment le travail pratique de la vision qui est dans ta tête. oui, bah en fait, on va dire que en fait, quand on passe dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est aussi un peu une transformation de soi. Parce qu'en fait, on est, bon, on va dire, contraint de devenir un peu un homme d'action. Parce qu'en fait, ce que les gens vont juger, entre guillemets, c'est pas les raisons pour lesquelles on a fait les choses et tout. En fait, à la rigueur, tout le monde s'en fout. La seule chose qui va intéresser les gens, c'est en fait des résultats. Et donc, du coup, en fait, on est toujours obligé, ben, effectivement de se confronter au réel, puis en fait d'agir. C'est-à-dire qu'en fait, on a relativement peu de temps pour réfléchir, et c'est ça en fait, peut-être bah, en prépa, c'est aussi un peu le cas. Mais on va dire qu'en fait, dans le monde de l'entrepreneuriat, il faut vraiment aller vite, parce qu'en fait, le temps, c'est tout. Mm, En fait, ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui a de très bonnes idées, puis un projet qui marche, c'est qu'en fait, pour que le projet marche, il faut en mm, plus des bonnes idées, être en fait très bon en exécution, aller vite et en fait accepter aussi de faire des erreurs. En fait, ce qui fait, enfin par exemple, je pense que ce qui fait que nous, avec mon associé, on a réussi, c'est parce qu'en fait, en gros, on tente plein de choses. C'est-à-dire qu'en fait, 95% de ce qu'on fait, ça marche pas. Et en fait, les gens, ils voient que les 5% qui restent, sauf qu'en fait, tu vas tester 100 trucs pour arriver en fait à en avoir 5% qui marchent. Et une fois que tu as trouvé ce qui marchait, tu continues là-dedans. Et en fait, si tu te dis juste, je vais réfléchir pour trouver les 5% qui marchent, en fait, tu n'arriveras jamais à faire quelque chose qui marche. Parce qu'en fait, déjà, tu vas réfléchir, puis en fait, quand tu vas le faire, il y a de toute façon 95% qui vont pas marcher. Donc en fait, voilà, quand tu deviens entrepreneur, forcément, en fait, tu es obligé de faire beaucoup de choses. Et en fait, bah, dans l'essentiel des cas, bah, je sais pas, c'est comme quand tu postules à des jobs, tu vas avoir une réponse négative. Et puis, en fait, in fine, il y a un petit pourcentage sur lesquels ça va marcher. mm, Mais bon, mm, ça, mm, faut l'accepter, quoi. mm. Est-ce que, avant de commencer ton expérience entrepreneuriale, est-ce que tu as essayé un peu de te former sur l'entrepreneuriat? Est-ce que c'était quelque chose d'utile pour toi? Tu as des livres d'anciens entrepreneurs qui te donnent des conseils, etc. Est-ce que ça, c'était quelque chose qui était utile? Est-ce que quelque chose que toi, tu as fait? Mon livre que j'avais lu, alors c'était au même moment que je me lançais ou juste avant, j'avais lu bah, typiquement la biographie de Steve Jobs, de Walter Isaacson, l'autobiographie de Dyson aussi, qui était super intéressante, celle du fondateur de Nike, Ok, L'Art de la Victoire, je crois, ça c'était des s'appelle. autobiographies, hein, c'est ça, Steve Jobs, fondateur de Nike. Exactement. Mm, mm. Alors, il y a que Steve Jobs, c'est pas une autobiographie, c'est une biographie. Euh, et quel était l'autre que j'avais trouvé particulièrement inspirant? Non, mais voilà, c'était sûr. Ah oui, Jean-Baptiste Rudel, on m'avait dit que c'était impossible. Celui-là est aussi très bien. Enfin, franchement, je pense que c'est les quatre bouquins qui m'ont le plus inspiré. Ok, 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 intéressant. Et typiquement, en fait, le livre de Rudel, il est bien parce qu'en fait, à l'époque, enfin moi, quand je me suis lancé, par exemple, un VC, je ne savais pas ce que c'était et tout. Ouais, Et du coup, en fait, il explique tout ça. Parce qu'en fait, quelqu'un qui a jamais été dans le monde des startups, ben, un VC, il sait pas ce que c'est, quoi. Et lui, en fait, il explique tout de façon assez pédagogue. C'était assez intéressant. mm, 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 mm. Ok. Et quand tu as pris ta décision de lancer ton entreprise, comment était un peu la réaction de ton entourage, de tes proches? Est-ce que c'était, j'imagine que c'est pas forcément, enfin, ça dépend de ton entourage, mais des fois ça peut faire peur aussi à tes parents, à tes amis, etc. Quand tu leur dis, bon, j'ai une idée, j'ai envie de me lancer, et Bah, comment en t'as fait, pu quand on a eu avoir, envie de se lancer, ça, les gens nous ont plus ou moins soutenus. Mais c'est après, on va dire qu'on était pendant des mois à galérer. Bah, là, tu as eu droit. Bon, hmm, alors, Damien, si tu trouvais un vrai job, hmm. pourquoi tu passes pas les concours de Mais la et fonction qui publique? Ça exactement? serait Je veux trop savoir tranquille, qui tu auras un exactement. CDI, au moins, tu es C'était, sûr d'avoir ta place et c'est tout, tu qui vois. exactement? C'était tes parents ou c'est, Ouais, sans- toute ma famille, ils étaient là-dessus, tu vois. hmm, Après, en fait, bah voilà, moi, on va dire, j'ai persévéré un petit peu malgré ce qu'on me disait. Bon, voilà, parce que j'avais hmm, le sentiment que ça avançait et puis je voyais que le truc avait du potentiel. En fait, ce qui a vraiment fait qu'on s'est accroché et tout, même si, bah voilà, il y en a plein qui nous disaient que ça n'avait aucun potentiel. En fait, ce qui a été vraiment très dur, nous, parce qu'autant, voilà, la famille et tout, c'est pas très grave parce qu'en fait, ils connaissent pas forcément ce qu'on fait. Donc, en fait, je sais pas si ta mère, elle te dit quelque chose. T'es là, enfin oui, bon, c'est ma vie et je maîtrise hmm, plus ou moins ce que je hmm, fais, ouais. donc voilà quoi. Par contre, tu vois, quand tu vas voir les investisseurs et tout, puis que tout le monde te dit que ton projet c'est bidon, que ça sert à rien, Hmm, etc., hmm. ça c'est difficile. Mais en fait, ce qui a fait que malgré toutes les portes au nez qu'on s'est prises, qu'on a continué, c'est parce qu'en fait, à chaque fois qu'on parlait du produit aux gens, les gens nous disaient c'est trop bien, j'en veux un.
Mm. Et en fait, c'est pour ça que bah, même si les VC nous disaient ouais, ça sert à rien, etc., Ouais, nous, le on continuait parce consommateur, qu'on se le disait client bah, héros, peut-être que enfin le eux ils client comprennent héros. pas, mais le marché il est là en tout cas. Mm, mm. Ah, c'est intéressant ça. Vraiment, c'était très net ce constat, c'est-à-dire que tu- le marché, tu sentais qu'il y avait quand même un intérêt, mais les investisseurs, ils doutaient complètement du produit. Pour la Ouais, non, plupart. mais oui, bah clairement. Enfin, nous, jusqu'à ce qu'on lève des fonds, il y en avait bah, voilà, qui disaient que de toute façon, ça se marcherait jamais, que ça se vendrait pas. Et en fait, quand on avait réussi du coup notre campagne de précommande, donc, du coup, on avait encaissé 1,3 million, les fonds, ils ne croyaient pas. Genre, ils pensaient qu'on était des Ah, menteurs et tout. Et je me souviens très bien, pendant plusieurs rencontres avec des VC, j'avais dû sortir le téléphone, me connecter à la banque et leur montrer le montant sur le compte, tu vois, parce que les mecs me croyaient pas. Et il y en a même un qui m'a demandé à toucher le téléphone pour vérifier que c'était pas un screenshot photoshopé. Et j'étais là, mais waouh, tu vois. vous avez eu Enfin, combien? bon. 1,3 million de en précommande? En effet, 1,3 million d'euros de précommande. Donc en fait, à l'époque, c'était le projet en France le plus financé en crowdfunding. Ok, ok, intéressant. Et après, quand tu es entrepreneur, il y a aussi des hauts et des bas. Les bas, c'est aussi les moments où tu doutes un peu de toi, de ton produit, de ta vision. Euh, Comment tu as pu retrouver en fait les ressources en toi, la conviction en toi de l'intérêt du produit, de la pertinence de ton produit. Tu m'as dit que tu as suivi en fait le retour marché en fait par rapport à ton produit. Est-ce que tu avais d'autres éléments de réassurance quelque part? Alors, moi, il y a plusieurs choses. Alors, d'une part, en fait, il y a le retour marché. En fait, c'est-à-dire qu'en fait, bah, souvent, entre guillemets, bah, voilà, c'est quand même assez fatigant. Puis, je sais pas, t'as des bugs, t'as le truc qui marche pas et tout. Donc, Ouais. t'as un peu tendance à déprimer. Tu vois, genre, t'es en mode seul dans ton labo. Et puis, le truc qui marche pas, et t'es là, bon. Puis en fait, tu vois les gens, tu vois, je sais pas, sur Facebook, sur les réseaux sociaux et tout, qui sont à fond, donc ça fait vachement plaisir. Et puis même là, tu vois, enfin, honnêtement, ce qui nous fait trop plaisir, c'est que quand on livre les gens, ils envoient des messages du genre, mais merci beaucoup, c'est trop bien, vous m'avez sauvé, etc. C'est trop drôle. Et pour le coup, ça fait immensément plaisir. Donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, il y a toute la partie bah, création d'emploi. Tu vois, je te disais qu'aujourd'hui, on est une cinquantaine. Donc voilà, on est plus d'une vingtaine de CDI, on doit bientôt approcher la trentaine et 20 intérimaires, donc ça commence à faire quand même une belle boîte. Et en fait, tu dis du point de vue bah, voilà, des pouvoirs publics et tout, c'est quand même quelque chose de bien. Nous, typiquement, je me souviens que quand on avait eu un prêt de la BPI, ça émanait du ministère de l'économie et des finances. Et tu vois, quand tu vois un papier du ministère de l'économie et des finances Mm, avec 500 000 euros dessus, tu te dis waouh, enfin, c'est quand même toute la France qui m'a fait confiance, tu vois. mm, mm, Parce mm. qu'en fait, tu dis, enfin voilà, c'est de l'argent public, je peux pas déconner avec parce que, ben, entre guillemets, c'est l'impôt des Français. Donc, entre guillemets, je dois rendre des comptes, tu vois. Enfin, c'est-à-dire que si je fais, entre guillemets, n'importe quoi et que la boîte se casse la gueule, Mm, bah, les gens, ils vont dire, ah, putain, mes impôts, ils ont servi à financer une mm, startup mm, bidon qui s'est cassé la gueule. mm. Et tu vois, typiquement, c'est ce que je veux pas entendre. Je veux pas qu'on me reproche de faire ça. Et du coup, ça aussi, bon, on va dire, ça met un peu la pression, mais c'est en même temps, bah, voilà, très challengeant et très gratifiant. Mm, mm. C'est vrai, ça te motive aussi hein, de voir que t'es support, enfin que t'es soutenu par l'État, par la France sur ton projet, ouais. Entre autres, en tout Exactement. cas, Bah, entre surtout, en autres. fait, que l'État, tu dis que c'est plus ou moins monsieur tout le monde, quoi. Et donc, Mm, tu dis mm, que mm. demain, voilà, si monsieur tout le monde, il me demande bah, qu'est-ce qu'on a fait avec Dentech et avec Bob, je suis quand même censé pouvoir y fournir des éléments, parce qu'en fait, bah, indirectement, il nous a quand même soutenus aussi. Mm, mm, mm. Ok. Et je voulais peut-être parler un peu plus de l'aspect discussion avec les consommateurs. Je sais que maintenant les réseaux sociaux c'est quand même un outil super puissant pour cela. Je sais pas, est-ce que c'était très tôt dans votre stratégie, ça, j'imagine, d'avoir des réseaux sociaux bien développés pour instaurer aussi cette communication entre la marque et les consommateurs. Enfin, Instagram, etc. C'est vraiment très propice à cela quelque part, hein, d'avoir cet échange, ce retour marché, cette compréhension du besoin, ces éléments de perfectionnement du produit, c'est quelque chose sur lequel vous insistez aussi, j'imagine. Oui, alors nous, en fait, au départ, on avait une stratégie bah, assez réseaux sociaux. Typiquement, la première campagne de précommande a très bien marché grâce à Facebook, mais il faut se resituer, c'était en 2018. Et en fait, aujourd'hui, le marché a quand même pas mal changé parce qu'aujourd'hui, c'est surtout Instagram. Et en fait, en raison de tous les problèmes qu'il y a eu depuis, notamment avec Trump, etc., en fait, les algorithmes sont beaucoup moins viraux. En fait, ça veut dire que quand on fait des publications, elles circulent beaucoup moins qu'il y a 2 ou 4 ans. Donc ça, c'est quelque chose qui a pas mal changé. Aujourd'hui, en fait, on va dire, on a ajusté notre stratégie plutôt vers tout ce qui est influenceur, typiquement. Là où avant, en fait, on arrivait à faire des publications virales qui marchaient plutôt bien. Mm, Aujourd'hui, c'est plus compliqué à cause des changements qui ont été apportés dans les algorithmes.
Et Après, puis après, il y a aussi le fait. t'as toujours la main sur, voilà, sur les budgets que tu mets, sur le ciblage que tu fais, etc. Enfin, je te dis ça parce que moi, du coup, je suis un peu dans ce domaine-là. Je suis consultant data marketing. C'est vrai que nous, dans notre travail, on aide les entreprises à valoriser les données qu'ils récoltent sur différentes points d'entrée, que ce soit des sites internet, que ce soit les clics sur les publicités, etc. Et à partir de ces données-là, d'essayer de mieux comprendre les clients et de proposer des publicités, voilà, ciblées, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur voilà, Facebook, que ce soit par d'autres canaux, les emails, etc. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui est possible, mais toi, tu dis que ça a été un peu limité éventuellement à travers des modifications d'algorithmes. Mm, C'est mm. ça. Et puis en plus, il y a aussi un autre fait, c'est que, bah, on va dire aujourd'hui, j'ai le sentiment, enfin, sur 4 ans d'évolution que j'ai pu voir, c'est qu'en fait, on t'encourage de plus en plus en fait à payer pour avoir de la visibilité. C'est de plus en plus difficile d'avoir de la croissance organique sur les vues. Là où il y a typiquement 4 ans qu'on s'est lancé, c'était quand même nettement plus facile. Donc après, Mm, c'est mon mm. ressenti. C'est Mm, peut-être, mm, mm. bah voilà, je sais pas si enfin, qu'est-ce qui a vraiment changé parce que je suis pas chez Facebook, mais en tout Mm, cas, nous mm, on mm. remarque une différence. Mm. Après, c'est peut-être lié aussi aux habitudes consommateurs que les gens passent moins de temps sur Facebook. Et sinon, Oui, influenceurs, tu voilà, m'as dit, ça c'est tout. fonctionnait Qu'est-ce plutôt que bien, les influenceurs, ouais. C'est ça, exactement. En fait, nous, on s'est dit, alors pour le coup, on s'est inspiré d'une autre boîte qui est britannique, en fait, qui s'appelle Gymshark. Donc, eux, en fait, ils font des tenues de sport pour les gens. Ok. Et en fait, en gros, ce qu'ils ont fait pour se faire connaître, c'est qu'ils donnaient leurs tenues de sport, en fait, à des influenceurs. Et bah, du coup, les gens postaient des photos avec, en train de faire, je sais pas, du bodybuilding et Ouais, tout. ouais. Et du coup, ils ont cartonné comme ça. Je crois qu'ils ont levé Mais récemment 100 les millions. Ils sont influenceurs, c'est devenus licorne. super Enfin, un truc. puissant, hein. Les influenceurs, en vrai, c'est super puissant, hein. Parce qu'ils ont souvent une communauté qui leur sont fidèles. Ce qui fait que lorsqu'ils proposent un produit, bah, souvent il y a quand même des taux de conversion, je pense, qui sont pas négligeables en vrai, hein. C'est même plus intéressant maintenant, je pense, que faire la publicité avec des influenceurs que sur les médias traditionnels, que sont la télévision, etc. Parce que maintenant, l'attention se trouve dans les réseaux sociaux. Sans parler de C'est ça. TikTok qui se Bah, développe. typiquement, nous, en fait, on a réussi à travailler avec des influenceurs. Enfin, on leur a juste envoyé des bobs, en fait, pour qu'ils en parlent, enfin, Mm, en mm, espérant qu'ils en parlent et tout. Et du mm, coup, mm. il y en a plusieurs qui en ont parlé. Je sais Gratuite, pas, par enfin, vous leur exemple, avez envoyé, enfin, il n'y avait pas encore de partenariat, c'était, voilà, on vous prend, non, non, ouais. non. Bah, nous, Non, on a mais c'est encore très ce bien fait, ça. on est pauvres. Du coup, bah, du coup, ils ont accepté gentiment de parler d'un Bob juste contre un Bob en fait. Et ça, c'est quelque chose d'assez incroyable parce que typiquement à la télé, bah, je sais pas, moi, il y a plein de régies publicitaires qui me contactent pour faire des spots télé et tout, mais je vois les prix, c'est 50 000 euros. Je suis là, bon, Mm, mm, bon, bah, mm. peut-être quand on aura levé des fonds série A, série B, on pourra, mais là, aujourd'hui, c'est pas possible, Mm, quoi. mm. Mais ce qui est intéressant avec les publicités digitales, c'est que tu es tout de suite dans le bon support pour passer commande. C'est-à-dire que Mm. tu es directement face à ton ordi, tu es directement sur ton téléphone et tu peux directement te rendre sur le site pour avoir plus d'informations, etc. Alors que si tu regardes une pub à la télé, t'es quand même, ça te demande un effort en plus pour passer à l'acte d'achat, tu vois. Il faut se rendre sur ton téléphone, Bah, c'est etc. vrai. Et après, moi, il y a quelque chose, enfin, tu vois, c'est que sur les réseaux sociaux, on a des millions de vues au total avec tous les influenceurs Mm, mm, qui ont parlé de Bob. mm, Mais tu as des pics de vente, mais moins importants que les passages à la télé. Enfin, tu vois, par exemple, France 2, mm. on est passé récemment et on a fait quasiment 2 fois et demi nos ventes Ah, quotidiennes qu'on mm, fait mm, habituellement. Le jour où on est passé sur France 2. Donc, moi, j'y vois un lien de causalité évident. mm, mm, mm. Mais ce qui est trop bizarre, c'est qu'en fait, il y a plein de gens qui l'ont vu, alors que je pensais pas qu'il y ait autant de monde qui regardait France 2, quoi. Mais il te donne des estimations, j'imagine, du nombre voilà, téléspectateurs sur les slots TV, etc. Ouais. Avant de signer voilà, le contrat de publicité, non? Oui, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que la télé, en fait, ça marche malgré tout encore apparemment quand même très bien. C'est-à-dire que bah, les réseaux sociaux, ça fait beaucoup de visibilité, mais je pense que c'est quand même complémentaire des médias Mm, 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 traditionnels. mm, Parce que mm. typiquement, bah, voilà, nous, on va dire, par exemple, tout ce qui est personnes âgées, donc voilà, et plus de, enfin, personnes âgées, les moins jeunes, donc qui ont plus de 60 Ouais. ans, bah, eux, typiquement, faire de la publicité à la télé, c'est bien, parce qu'en fait, ils vont pas s'abonner à des influenceurs, quoi. Enfin, c'est pas, même moi, entre guillemets, je me sens old school parce que même moi, je suis pas sur Instagram, etc. Enfin, voilà, je me sens déjà, tu vois, dans la génération d'avant. Mm, mm. Et c'est vrai que bah, voilà, pour toucher toutes les générations, c'est important d'être présent sur différents médias parce que nous, on le voit en fait quand on fait de la pub enfin de la pub.
qu'on est présent sur typiquement Instagram, c'est généralement en termes de commandes, en fait, on a mis un champ âge où les gens peuvent renseigner leur âge. Et généralement, c'est des gens qui sont nés après 1995. Ok. Ok, très intéressant. Et j'en reviens un peu à l'implication nécessaire quand tu es entrepreneur. Toi, de ton côté, t'as vraiment pas eu de... Enfin, en termes de temps libre, etc., est-ce que t'as pu... Enfin, t'as quand même pu avoir, j'imagine, des disponibilités pour faire d'autres sujets ou vraiment pas du tout? T'es vraiment complètement dédié à ça? Est-ce que t'as d'autres Non, passions, Damien? c'est Est-ce un que t'as job d'autres passions, full-time, Damien? voire c'est même plusieurs jobs full-time, j'ai envie de Ouais. dire. Non, en fait, c'est vrai que moi, j'ai rien pu faire d'autre. Après, je le regrette pas parce que c'est quand même très passionnant et très prenant. Mm, Après, bon, bah voilà, on va dire que, ouais, enfin, entre guillemets, moi, enfin, comme beaucoup d'entrepreneurs, entre guillemets, ma vie, c'est juste travailler, faire un petit peu de sport quand je peux et puis mm, mm, retravailler, quoi. mm, mm, mm. Donc voilà. Après, sur tout ce qui est vacances, bah, c'est vrai qu'on n'en prend pas parce que bah, voilà, on va dire en tant que chef d'entreprise, on n'en prend pas. Après, il y a juste, bah, voilà, des fois, en fait, typiquement, c'est un peu les côtés cool de l'entrepreneuriat. C'est que typiquement, alors avant le Covid, quand on allait à l'étranger, tu vois, bah, entre guillemets, tu te débrouillais pour arriver le week-end avant et repartir le week-end après, ce qui te laissait 2 jours et 2 jours pour visiter un peu. Tu vois, enfin, par exemple, quand on allait au CES, bon, on arrivait le vendredi soir et ensuite on repartait le dimanche soir. Et du coup, ça nous permettait d'avoir 4 jours pour visiter un petit peu Las Vegas ou quoi, tu vois. Et ça, c'est vrai que ça, pour le coup, c'était vraiment les bons côtés de l'entrepreneuriat. Enfin, typiquement, les salons et tout, c'est vraiment la partie cool, j'ai envie de dire. Mm, mm, Parce mm, que, enfin, à moins d'être entrepreneur, t'as pas tout le temps l'opportunité de faire ça. mm, 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 mm. Ok, intéressant. Intéressant. Et tu me fais penser à quelque chose quand tu es entrepreneur, je pense aussi important voilà, de discuter avec d'autres entrepreneurs, d'avoir un bon, voilà, un écosystème de personnes qui peuvent te soutenir, qui peuvent t'apporter des conseils, etc. Ça, c'était un élément sur lequel t'as un peu travaillé dessus ou pas trop? Le networking avec d'autres entrepreneurs, avoir des idées, etc. pour ton produit. Bah, en fait, le networking dans le hardware, enfin, à l'époque, quand nous on s'est Ouais. lancé, c'était très embryonnaire, dans le Mm, sens où on était un peu les premiers. C'est-à-dire qu'en fait, il y a d'autres boîtes qui font du hardware, mais c'est pas vraiment du hardware, c'est plutôt, enfin voilà, du retail, c'est tout ce qui est par exemple le slip français, 1083, etc. En fait, eux, ils ont une activité enfin, ils vendent des produits physiques, mais c'est pas aussi complexe. Enfin, je veux dire, c'est des produits tissés, etc. C'est pas du tout enfin, c'est industriel, mais c'est du textile. En produits hardware physique, bah, il y avait très peu, quoi. Enfin, les seuls mm, qu'il y mm. avait, c'était WeSings, mais en fait, bah, de toute façon, c'était tout fabriqué en Chine. Et en fait, il y a très très peu d'entreprises. Après, nous, en fait, ce qui est, on va dire, intéressant sur la partie networking, c'est plus en fait, peur, c'est qu'en fait, c'est pas trop le même profil, c'est que c'est plutôt des boîtes industrielles. Et donc là, typiquement, ce qui permet de networker, c'est par exemple les associations professionnelles, comme l'Union des métiers de la métallurgie, où là, en fait, bah, c'est voilà, tous les gens qui, je sais pas, fabriquent des trucs pour l'automobile, etc., qui c'est beaucoup le cas, enfin, qui vont aussi avoir des usines. Mais sinon, c'était assez embryonnaire à l'époque. Et moi, typiquement, bah, pour le coup, aujourd'hui, quand il y a des gens qui se lancent dans le hardware, il y a pas mal de gens qui me contactent pour me demander des retours, je sais pas, des contacts Mm, pour, mm, mm, je mm. sais pas, pour tout ce qui est sous-traitance, industrialisation, comment ça se passe, combien ça coûte et tout. Et ça, moi, pour le coup, j'aide bien souvent dans la mesure où je peux aider. Parce que bah, voilà, je trouve que ça peut permettre aux gens de gagner du temps. Et c'est vrai que moi, à l'époque, quand je me suis lancé, en fait, c'est quelque chose que je regrette un peu. C'est qu'en fait, tous les coachs, tous les conseils qu'on pouvait me donner et tout, c'était pas du tout adapté. Parce qu'en fait, c'était adapté qu'aux startups numériques. Or, en fait, enfin, quand tu fais un produit hardware, ça n'a vraiment rien à voir. Enfin, tu vois, typiquement, il y en a qui vont contacter, qui font une trottinette électrique, d'autres qui réfléchissent à faire un tracteur électrique, un autre qui fait une machine pour en fait faire des capsules Nespresso réutilisables, CapSmith ça s'appelle. Enfin voilà, en fait, eux, ils vont vraiment avoir des problématiques hardware industrielles sur lesquelles je peux apporter de la valeur. Mais réciproquement, bah voilà, quelqu'un qui a sorti un logiciel, même s'il a super bien vendu sa startup, bah en fait, son expérience pour moi, bah ça peut pas m'apporter grand-chose parce que ça n'a rien à voir, quoi. Enfin, Mm, 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 mm. Oui, les conseils, vaut mieux avoir des conseils un peu plus personnalisés, enfin spécifiques au secteur que tu fais, aux spécificités de ton produit, etc. Ouais, ouais. Mm, mm. Tout à fait. exactement. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi, tu vois, typiquement, sur tout ce qui est investisseur, en fait, ce qui manque, enfin, ce qui a fait que nous, on n'a jamais eu
de succès, on va dire, avec les VC, c'est parce qu'en fait, les VC ont un focus numérique et en fait, ils n'ont pas d'expertise tech hardware. C'est-à-dire qu'en fait, Mm, mm. bah, la plupart, tu vois, ils investissent pas parce qu'en fait, ils comprennent pas ce qu'on fait. Et enfin, c'est comme moi, en fait, quelqu'un il vient me voir avec une technologie disruptive dans le médicament pour Mm, guérir je mm, sais pas mm. quoi. Bah, moi, je vais pas comprendre ce qu'il me dit et je vais être là, ouais, bon, attends, voilà quoi. Et en fait, je comprends la position d'un acteur du numérique où lui, bah voilà, par rapport à ce qu'on fait, il va pas forcément comprendre. Je me souviens très bien, par exemple, avec un VC qui voulait qu'on fabrique les 6000 bobs en impression 3D. Et j'ai passé 1 heure à leur expliquer que techniquement, c'était pas possible. Puis à la fin, on est parti, voilà, chacun, bah, de toute façon, ils comprennent rien, parce qu'on Ah. leur dit qu'il faut imprimer Mm, en mm. 3D. Et moi, j'étais là, bah non, c'est pas possible. Et bah non, effectivement, c'est pas possible, mais ils croyaient pas. Tu vois, ils me disaient, non, mais je vous assure, Airbus, ils font des trucs imprimés en 3D et tout. Ouais, mais c'est pas Mm, pareil, le prix de la pièce, c'est pas le même. mm, Bref, mm, mm. Il commence à faire sombre. Je vais allumer la lumière, je crois, de ma chambre. pas de problème. Ah, je pense que là. Ah, je pense que c'est. Ah, c'est mieux quand même. C'est un peu mieux. Tu m'entends toujours? Ouais, ouais, nickel. Ok, très intéressant, hein, très intéressant. Est-ce que toi tu vois d'autres sujets sur lesquels tu voudrais qu'on discute? Ou pas? Est-ce que tu as d'autres sujets un peu en Euh, tête, toi de ton côté? Moi je trouvais ce qui est Bah, ça intéressant, dépend, enfin, sur c'était la porte. ouais, je trouvais Pardon, ouais, intéressant, c'est vas-y. un peu euh, la politique, c'est-à-dire comment l'État peut aider les jeunes startups, comment l'État peut aider l'univers tech français. Et ce que tu m'as dit, c'est qu'il y avait quand même une aide qui est là, qui est présente, qui peut vraiment aider une entreprise à démarrer, à trouver les ressources pour créer un produit. C'était quand même le cas de Dantec, c'est-à-dire que les fonds apportés, il y avait quand même une partie non négligeable qui provenait de l'État, à savoir des contribuables français, comme tu l'as dit, Damien, pour créer un produit disruptif qui nécessite des fonds quand même non négligeables, hein. Mm. Bah, ça, oui, enfin, je trouve qu'en fait, l'aide, enfin, entre guillemets, le dispositif existe. Mm, Après, c'est vraiment un problème, on va dire, de fléchage. C'est-à-dire que nous, on a eu de la chance. Parce que, bon, alors à l'époque, quand on s'est lancé, c'était le lave-vaisselle à ultrasons et tout. Et du coup, ça avait un côté un peu disruptif. Mais ouais. typiquement, si on n'avait pas fait tout le côté ultrasons et tout, je pense qu'on n'aurait eu aucune subvention. Donc en fait, enfin, pour le coup, enfin, et en plus, c'était pas du tout prémédité. Mais c'est-à-dire qu'en fait, au départ, on a été parti sur un lave-vaisselle à ultrasons. Et du coup, on a eu des aides et tout. Puis en fait, quand on est passé en partie prod, on a enlevé la partie ultrason parce qu'on avait peur que ça soit pas fiable. Mm, mm, Donc du coup, en fait, c'est moins disruptif que ça en a l'air. mm, mm. Mais et en fait, moi, pour le coup, c'est quelque chose que je trouve dommage, c'est qu'en fait, on va dire, il y a de l'argent, mais c'est que pour des projets entre guillemets, bah, souvent numériques et bah, voilà, où en fait, il va y avoir beaucoup de vernis marketing. Et en fait, nous, typiquement, ce qui a fait que, alors, auprès des VC, puis parfois auprès de certains acteurs publics qui interviennent en capital, parce qu'en fait, voilà, l'État intervient de plusieurs manières. Il y a en subvention, ce que nous on Mm. a eu, Ouais. en dette, ce qu'on a eu aussi, donc typiquement faire des crédits ou intervenir en garantie de prêt bancaire, Mm, et mm. ensuite en capital. Et en fait, le problème, c'est que en capital, pour le coup, ça les gens ne le voient pas forcément, mais en fait, en gros, l'État, il va souscrire le capital de fonds d'investissement, et en fait, après, tu as des gestionnaires de fonds d'investissement qui vont investir dans les startups. Et en fait, le problème, c'est que les gestionnaires de fonds d'investissement, mais en fait, souvent, ils vont investir dans leur dada et pas forcément dans les trucs qui créent de l'emploi. Et moi, je trouve ça dommage parce qu'en fait, du point de vue du contribuable, bah, le rôle, entre guillemets, d'utiliser de l'argent des Français, ce serait quand même de créer de l'emploi en France, faire de la compétitivité, innover, etc., plutôt qu'investir dans le dernier truc, innovation, blockchain, je sais pas quoi, où derrière, en fait, c'est bien, mais c'est juste de la spéculation, tu vois. Et ça, bah, c'est parce qu'en fait, la plupart des gens ne savent même pas que ça existe. Enfin, il y a plein de fonds publics, donc, enfin, voilà, typiquement à qui nous, enfin, à qui, enfin, qui nous ont dit non, etc., qui en fait sont 100% publics mais qui investissent que dans des projets, bah voilà, soi-disant deep tech, etc. Mais où en fait, c'est que du vernis marketing. En fait, nous, on va dire ce qu'on a eu, la raison pour laquelle on a eu du mal à lever aussi, c'est que dans notre communication aux investisseurs, on est très transparent. Et en fait, on dit bah, tout, quoi. Enfin, on va pas dire qu'on fait un truc ultra innovant, etc. Enfin, la vaisselle, ok, il est innovant et tout, mais ça reste un lave-vaisselle. Alors que tu vois, typiquement, tu as des projets comme, comment ça s'appelle, Seven Hugs. En gros, c'est une télécommande pour les objets connectés. Euh, donc en gros, en fait, la télécommande, elle permettait de piloter tous tes objets connectés avec une seule télécommande. Donc, waouh, quoi. Mm. Ils ont quand même levé 15 millions et t'as la moitié qui était de l'argent public.
et tu te dis, bon, bah voilà, enfin, je sais pas, c'est juste une télécommande connectée. Bah voilà, pourquoi est-ce que eux, ils ont eu 7,5 millions, tu vois, alors que nous, on a galéré pour arriver à sortir Bob, tu vois. Parce qu'en fait, on va dire que, enfin, pour moi, le tropisme numérique, c'est un, entre guillemets, c'est pas forcément un problème parce que c'est bien, mais en fait, c'est pas ça qui crée de l'emploi, notamment dans les territoires. En fait, nous, avec Bob, on fait travailler des gens qui typiquement ont pas le bac, qui sont dans des zones, on va dire, périurbaines ou extra-urbaines, et entre guillemets, pour qui c'est difficile de trouver du travail. Alors qu'en fait, la plupart des startups numériques, elles vont faire travailler que des bacs plus 5, donc typiquement bah, des développeurs ou des gens en marketing. Et bah voilà, c'est vrai qu'en termes d'emploi, du coup, c'est quand même un tropisme très, on va dire, CSP+, Mm, mm, là où mm, en fait, enfin, mm, investir dans les startups hardware, on va dire, ça distribue quand même plus largement les richesses. mm, 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 mm. Ok. Toi, tu dis que sur le choix en fait de l'investissement, il faut que ce soit un choix plus sociétal aussi. La composante sociétale doit être un peu plus importante et qu'elle n'est pas forcément super valorisée aujourd'hui, c'est ça? Oui, alors attends, je t'entends très mal. Toi, tu m'entends toujours? Ouais, je t'entends. Tu m'entends? Ouais, ok, nickel. Je sais pas, je vois plus ton image, mais Ah, mon image, moi, je la vois toujours. Est-ce que tu la vois ou pas? bon, ok, c'est bon alors. C'est revenu? Ouais, c'est revenu. Du coup, oui, sur la partie sociétale, bah, c'est vrai, alors ils disent qu'ils le font, mais en fait, ce qui est dommage, c'est qu'en gros, quand ils disent sociétal, alors c'est vrai que tout ce qui est écologie, RSE et tout, c'est très important, mais en fait, on néglige l'aspect social, c'est-à-dire qu'en fait, bah, voilà, créer de l'emploi localement, c'est important parce qu'en fait, bah, ça fait travailler beaucoup de monde et ça permet de créer de l'innovation. Et en fait, juste dire, on fait des trucs soi-disant éco-friendly, mais en fait, bah, c'est tout fabriqué en Chine, mais au final, c'est pas si éco-friendly que ça. Donc, ça, je trouve qu'aujourd'hui, c'est pas assez pris en compte. Clairement, bah voilà, malheureusement, toutes les startups qui font du Made in France, que ce soit 1083, le Slip français, bah, Dentech, enfin voilà, les boîtes qui font vraiment du Made in France, globalement, on est, enfin voilà, on n'est pas très soutenu par tout ce qui est investisseur en capital. Parce que bah voilà, ça fait pas, enfin je sais pas, ça fait pas rêver et puis c'est pas en termes de communication forcément ce qu'ils veulent mettre en avant. Ok, ok, ok. Intéressant. Du coup, je te posais la question, est-ce que toi, tu avais d'autres sujets en tête que tu voulais peut-être aborder, pas forcément par rapport à Bob, ou d'autres sujets qui te tiennent à cœur, peut-être tu as d'autres des centres d'intérêt sur lesquels tu voulais qu'on discute éventuellement, ou de... Franchement, n'importe. Bah, on va dire moi, bon, maintenant je suis expert à la vaisselle, mais donc ça a des bons côtés, mais aussi on va dire que mon spectre Hmm. d'intérêt et de culture en dehors de l'électroménager est quand même assez restreint. Non, après de façon plus globale, moi vraiment ce qui m'intéresse en fait c'est toute la partie Made in France, bah voilà ce qu'on échangeait auparavant. Et c'est vrai que bah on va dire, tu vois aujourd'hui avec le plan de relance et tout, bah voilà le gouvernement ça essaye quand même de faire des choses et c'est bien. En fait, moi je pense qu'aujourd'hui de façon général, il y a quand même des engagements de l'État qui sont pris, qui sont forts et qui sont quand même assez bénéfiques. Après, en fait, c'est surtout sur la partie opérationnelle. Allô? Ah, t'as la vidéo qui bug. C'est arrivé aux partenaires et tout, les mecs avaient 60 ans, ils disaient c'est le lave-vaisselle des feignants, laissez tomber quoi. Damien, on t'a Donc c'était perdu là, pendant bon, c'est quelques gentil, mais instants. c'est un peu réducteur, tu vois. Enfin, donc bon. Damien, Et c'est vrai on que t'a perdu rajeunir un là. peu tout ça, je pense Allô, que ça tu serait. m'entends? Ah, Là, ouais, moi je t'entends. j'avais perdu le son et la vidéo pendant 40 secondes, je crois. Ah. Et je crois que ce que tu disais, c'était l'aspect opérationnel des plans de relance. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, tout ce qui est plan de relance et tout, c'est bah, globalement, c'est très bien. C'est très bénéfique, je pense, pour les entreprises. Ça témoigne bah, d'une réelle volonté bah, des acteurs publics bah, de soutenir les entreprises et le tissu, bah, l'emploi. Hmm. En revanche, voilà, là où ça pêche, c'est comme pour les startups, c'est-à-dire que c'est de très bonnes idées, mais on va dire en termes opérationnels, le problème, c'est qu'en fait, en bout de ligne, bah voilà, faut nommer des personnes qui vont faire les bonnes décisions. Typiquement, je parlais voilà, des fonds qui nous ont pas soutenus à cause de l'aspect Made in France et tout. On a quand même eu des gens, et c'était dans un fonds public, hein, avec de l'argent d'une région, alors que c'est pas la région des Pays de la Loire, et de l'État, qui nous a dit non, qui nous soutiendrait que si on allait produire en Chine.
Donc voilà, qu'un acteur public vous dit ça, c'est quand même compliqué. Et c'était quoi Mais la je pense raison? que c'est C'était dans le quoi la cadre du raison théâtre. exacte? Bah, c'est parce qu'il nous disait que si on faisait en France, ça allait coûter trop cher et qu'on n'y arriverait pas, donc il fallait Ah tout faire en ouais. Chine. Bon là c'était Et t'es le là, bon, c'est bien, mais bon, enfin, à la rigueur, tu vois, si c'est un acteur privé, je dirais ok, sauf que quand c'est avec de l'argent public, c'est plus compliqué, quoi. mais c'était sur Donc, une entrée en capital, c'est ça ou une subvention? sur une entrée en capital. Ok, ok, du Non, coup, ouais. sur tout ce qui est subvention et tout, ça va, mais là où ça pêche, c'est sur tout ce qui est intervention en capital, où en fait, les gens qui gèrent les fonds ont une approche, entre guillemets, vraiment, euh, bon, on va dire, pas forcément privée, mais parce qu'en fait, les BA, tu vois, typiquement, ils prennent des risques que eux prennent pas, mais une approche, ouais, enfin, qui est pas adaptée à ce qu'on leur demande. Parce que, enfin, pour moi, l'intérêt d'un fonds public, c'est, bah, entre guillemets, de valoriser la création de richesses et la création d'emplois en France. Alors que maximiser, entre guillemets, le rendement bah, d'un fonds, c'est Ouais, pas ouais. forcément son intérêt. C'est-à-dire qu'en fait, faire x3 ou x4 sur son investissement, bah, entre guillemets, normalement, ça devrait rien changer pour Mm. lui, parce que c'est l'argent Bon après public. il y a quand Mais en même fait, le. x3, c'est très bien. Alors qu'en fait, il va chercher à faire du x4, x5, x6 au détriment de la création d'emplois. Parce qu'en fait, typiquement, ce qu'on appelle un modèle scalable, forcément, en fait, ben, on va dire c'est moins porteur d'emploi qu'un modèle industriel. Parce qu'en fait, industriel, tu as une croissance qui est linéaire ou hyper linéaire, où en fait, tu es amené à recruter beaucoup de personnes. Là où un modèle, on va dire, purement numérique, en fait, juste avec une petite équipe de développeurs et de marketing, tu arrives à impacter beaucoup, et y compris au-delà des frontières. Et c'est typiquement ça qui va intéresser les gestionnaires de fonds, même quand c'est de l'argent public. Mm, mm, mm. Euh, Oui, oui, quand tu as un Et après produit aussi, physique, un ça autre demande aspect que des je trouve fonds. intéressant Mm, mm, sur la mm. partie fond, c'est toute la partie, on va dire aussi âge et générationnel. C'est-à-dire que nous, en gros, quand on allait voir des fonds, généralement, les analystes, alors que ce soit public ou privé, hein, les analystes, ils trouvaient que notre projet était bien et tout, ils voyaient de suite l'intérêt. Mais dès que ça passait, on va dire, auprès des partners ou des gestionnaires du fonds, qui généralement étaient plutôt aux alentours de 60 ans en moyenne, ben, en fait, de suite, ça bloquait parce qu'ils trouvaient, ils voyaient pas l'intérêt de notre produit. Ils disaient que c'était de la vaisselle pour les feignants et tout. Et alors que bah bon, ils ont peut-être d'une certaine façon raison, c'est que bah voilà, quand on prend la vaisselle, c'est qu'on n'a pas envie de faire la vaisselle, mais néanmoins il y a un marché, etc. Et je trouve en fait que bah voilà, juste bah voilà entre guillemets nous blacklister, enfin parce que bah, entre guillemets on est jeune et qu'on fait un produit pour les jeunes qui comprennent pas forcément, je trouve que c'était un peu dur quoi. Donc ça typiquement je me dis bah c'est vrai que on va dire un rajeunissement de bah voilà des dirigeants de fonds, c'est quelque chose qui serait souhaitable dans les prochaines années, hein. Mm, mm. Mm, 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 mm. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Et sinon, par rapport à toi, là, actuellement, est-ce que tu es convaincu que vraiment l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est fait pour toi, que c'est quelque chose qui te permet d'être épanoui, ou bien tu penses aussi à d'autres choses, éventuellement, pas tout de suite forcément, mais dans l'avenir, des choses qui pourraient aussi t'intéresser de faire? Ou c'est un peu trop Ouais, tôt alors déjà, donc là j'ai fait un peu, je participe à un podcast et tout avec toi, mais il y a quelque chose que j'aimerais faire aussi, c'est que quand j'aurai un peu de temps, c'est typiquement bah voilà expliquer tout le parcours de Bob en fait de façon détaillée, en fait faire un peu le Dan Book, tu vois, pour expliquer aux gens en fait justement toutes les étapes par lesquelles on est passé, toutes les personnes qu'on a sondées, tous les gens qui nous ont aidés. Et puis un ceux qui livre nous ont mis des bâtons éventuellement? dans les roues aussi, tu vois, pour que les gens se rendent compte vraiment de comment ça se passe. Parce qu'en fait, on a souvent une vision angélique de l'entrepreneuriat, en mode c'est le monde des bisounours, tout le monde est gentil, tout le monde est sympa. Mais en fait, c'est plutôt un monde de requins. Et bah, typiquement, montrer aux gens comment ça se passe vraiment et puis qu'ils sachent, entre guillemets, à quelle porte frapper, je pense que ça pourrait aider pas mal de gens. Un peu comme ce que Rudel avait fait avec On m'a dit que c'était impossible. Moi, c'était un livre qui m'avait beaucoup aidé. Et bah, voilà, sur la partie hardware, je pense que c'est quelque chose qui pourrait aider les gens aussi. Après, ce que j'aimerais aussi faire, bah, voilà, quand j'aurai du temps, c'est peut-être éventuellement enseigner un petit peu peut-être à Centrale Supélec ou à Ouais. l'ESCP, les écoles que j'ai faites. Parce qu'en fait, voilà, alors, avec l'entrepreneuriat, j'ai quand même acquis une expérience qui est très on va dire, bah, intense. Et en fait, pour des gens qui se lancent, bah, je me dis, en fait, juste quelques heures, tu vois, de leur expliquer les pièges de base et les trucs à Mm, pas mm, faire. mm. Au contraire, les trucs sur lesquels se concentrer, bah, en fait, tous les gens qui veulent entreprendre,
bah, ça pourrait leur permettre en fait de gagner énormément de temps et d'éviter entre guillemets de perdre des ressources et de l'argent sur certains points. Et puis après, pareil, bah, moi on va dire, je crois beaucoup en fait en l'entrepreneuriat, bah, non seulement en fait pour la France, mais on va dire pour bah, entre guillemets la paix dans le monde. C'est-à-dire que j'ai une vision assez positive de l'économie. C'est-à-dire que bah, là, par exemple, avec le Covid, moi je trouve que la situation géopolitique s'est dégradée. Et pour moi, c'est lié en fait à un ralentissement des échanges entre pays. Parce que grosso modo, enfin moi j'ai pu beaucoup voyager avec Bob et j'ai rencontré ben, voilà, des gens vraiment formidables dans tous les pays. Et je me suis rendu compte enfin en fait combien ben, le fait de ben, créer des produits et tout, ça permettait d'échanger culturellement et ben, de s'enrichir mutuellement, mais pas que sur un plan économique. Et ça, je pense que c'est vraiment important que les gens en soient conscients. C'est-à-dire qu'en fait, bah, j'ai vraiment été ouais, un peu partout en Europe, en Asie, aux États-Unis, etc. Et bah, à chaque fois, c'était extrêmement enrichissant à tous les points de vue. Et vraiment, enfin, je pense que bah, voilà, ça devrait donner envie aux gens d'entreprendre parce que, enfin, des fois, les gens ils se disent, je vais devenir entrepreneur parce que j'ai envie de gagner de l'argent. Alors, bon, c'est peut-être aussi pour ça que l'industrie, c'est pas très sexy parce que c'est plus une question de passion que d'argent. Clairement, si vous voulez devenir riche rapidement, il vaut mieux faire une appli puis la revendre à Facebook, ce sera plus rentable. Mais voilà, en fait, si on est passionné et qu'on aime faire des choses et tout, bah voilà, entreprendre, c'est clairement la chose à faire. Sachant qu'en plus, bah voilà, ça permet de créer un peu l'emploi dont on rêve, ce qui est un peu mon cas. Enfin, je fais vraiment bah, plein de choses et puis Exactement ce ça que me plaît tu veux, tu, beaucoup. tu crées vraiment le poste qui te correspond quelque part. Quand t'es C'est ça. CEO, en fait, de par le produit ou le service que tu proposes, tu te mets dans la position de quelqu'un qui fait quelque chose qu'il aime. C'est ça Exactement. qui est super. C'est ça. Et puis en plus, je me dis, en fait, souvent, les gens aujourd'hui, enfin, moi, il y en a plein qui me contactent, tu vois, parce qu'ils cherchent un job et tout, alors qu'ils ont un profil entrepreneur, tu vois. En fait, il y a plein de gens, tu vois, tu sens qu'ils aiment entreprendre, mais ils osent pas franchir le cap parce que, je sais pas, ils ont peur et tout. Mais tu sens que dans leur personnalité, ils ont la niaque et la débrouillardise pour entreprendre. Et en fait, je me dis que, bah voilà, en fait, il y a plein de gens. Bah voilà, qui pourraient créer des entreprises. Et en fait, enfin, en gros, tu vois, c'était juste bah voilà, quelques dizaines de milliers de personnes à l'échelle de la France qui chaque année se lancent dans l'entrepreneuriat, mais en fait déjà ils créent leur propre poste, donc c'est pas mal. Mais en plus, bah, généralement ils vont être amenés à recruter aussi par la suite si ça se passe bien, ce que je leur souhaite et généralement c'est le cas. Et donc en fait, je pense vraiment que bah, surtout là, dans la période post-Covid, il y a vraiment une nécessité à promouvoir l'entrepreneuriat. Parce que bah, c'est ce qui va permettre aussi de réduire bah, l'impact sur le chômage. Et j'irai même plus loin en disant que promouvoir l'entrepreneuriat dans le hardware, c'est d'autant plus important parce qu'en fait, bah, aujourd'hui, les secteurs les plus sinistrés, ça va être bah, typiquement bah, les secteurs industriels. Donc typiquement, enfin moi je vis à La Roche, donc typiquement il y a l'usine de Michelin qui vient de fermer. Enfin, il y a quand même beaucoup de liquidations malheureusement en ce moment, alors liées au Covid ou pas. Euh, et voilà, si les boîtes en fait créent, enfin si des entrepreneurs créent des boîtes hardware, ça va permettre de créer aussi des emplois, on va dire, bah voilà, non qualifiés, et du coup en fait de bah, restructurer le tissu et d'éviter un appauvrissement des zones extra-urbaines. Typiquement, récemment, il y a une start-up créée par d'anciens Centrale Supélec qui est bah, du coup Carriol, qui ont ouvert aussi leur usine. Alors, je sais plus où c'est, mais enfin, C'est tes c'est voisins? hors. C'est pardon? C'est tes voisins maintenant? C'est les voisins d'usine? Non, c'est pas Non, mes pas du tout. voisins d'usine, mais ils ont ouvert une usine dans le milieu de la France. Alors, je sais Ah, plus où ok. c'est, mais c'est comme moi. Enfin, voilà, toutes les usines sont dans des bleds pas très connus. Mais parce qu'en fait, bah, du coup, bah, quand vous créez une usine, en fait, vous avez besoin de place, vous avez besoin de gens qui ont envie de travailler et tout. Et en fait, bah, c'est vrai que le mindset de créer de l'emploi hors région parisienne est quand même très différent. Parce qu'en fait, bah, voilà, c'est vraiment, bah, je sais pas, moi, quand je vois bah, le parking de l'usine d'Entech avec une cinquantaine de voitures et tout dessus, bah, de suite, ça fait quelque chose. Enfin, t'es là, enfin, t'as l'impression que, bah, voilà, t'as quand même fait quelque chose, tu vois. Et je trouve que c'est très gratifiant parce que même, tu vois, quand tu as une startup numérique, que tu as un bel open space, etc., ça fait quand même pas pareil que d'avoir, bah ouais, quand tu sors, tu vois la cinquantaine de voitures sur ton parking, tu te dis, ouais, quand même, on a fait un truc bien, quoi. Ouais. Après, je pense que t'as aussi un peu ce besoin maintenant, ou en tout cas cette envie peut-être d'aider de jeunes entrepreneurs, de partager ton expérience. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut être super pour certaines personnes en fait. Ce besoin, enfin, cette envie de transmettre, voilà, ses connaissances, son expérience et de voir que ça peut aider certaines personnes pour se lancer. Ça, c'est quelque chose que tu m'as dit que tu voulais éventuellement faire. Bah, je Exactement, reviens moi, à c'est ton quelque chose deuxième point, je crois que c'était quelque ton chose qui me deuxième tient à point, cœur. ouais.
Après, justement, en fait, dans cette lignée-là, moi, ce que j'aimerais faire, alors j'ai pas le temps malheureusement, mais quand on aura bien avancé sur Bob et que commercialement, ça sera un succès, voilà. Moi, c'est Mm, effectivement créer mon propre fonds d'investissement pour justement en fait soutenir les entreprises comme Dantech à l'époque et comme aujourd'hui, les gens qui se lancent. En fait, je me dis, tu vois, il leur faut pas forcément énormément. En fait, tu vois, juste avec des petits tickets en seed de quelques centaines de milliers d'euros, tu peux leur aider à leur faire franchir le cap de l'industrialisation et ensuite ils s'autofinancent, tu vois. Parce qu'en fait, en gros, en fait, c'est un peu un millefeuille, c'est-à-dire qu'en fait, tu vois, si tu mets par exemple juste 300, 400 000 euros dans une boîte, bah, en fait, derrière, ils vont pouvoir avoir 400 000 euros de prêt bancaire et 400 000 euros de la BPI, et ça leur fait un total de financement d'1,2 million, et avec ça, ils peuvent sortir leurs produits, tu vois. Alors, enfin, quand ils font une petite machine, c'est sûr, s'ils font un tracteur électrique, il faudra un peu plus de fonds. Mais mm, voilà, dans mm, l'idée, en fait, moi, j'aimerais vraiment aussi faire un fonds, entre guillemets, hardware made in France, ou en tout cas made in Europe, euh, parce que bah, je pense que ça répond à un réel besoin et qu'aujourd'hui, il n'y a aucun VC hardware en France. Enfin, il y a Hardware Club, mais tous leurs investissements, c'était que des trucs 100% fabriqués en Chine et aucun dirigeant de Hardware Club et ingénieur. Clairement, moi, je pense mm, qu'aujourd'hui, il y a le mm. besoin pour un VC, entre guillemets, tech-oriented, donc vraiment avec une approche technique des projets, c'est-à-dire pas juste du marketing, pour fabriquer des produits innovants en France et en Europe. Mm, mm, mm. C'est vrai que le rôle d'investisseur, c'est d'apporter le soutien financier, mais il y a aussi l'aspect conseil qui est important et dans le cas d'un produit ou d'un produit physique ou d'un produit hardware, euh, il y a aussi cet aspect des fois qui peut manquer. Et c'était un peu ton cas, ce que tu disais, c'est-à-dire que les investisseurs n'avaient pas forcément la compréhension de ton, de ton produit de façon fine et peut-être même pas la volonté des fois de comprendre en fait les spécificités, la technicité de ton produit. Bah, en fait, tant qu'ils n'ont pas investi, ils cherchent pas à comprendre. Une fois qu'ils ont investi, ils cherchent un peu plus. Mais, Ouais, ouais. mais donc, typiquement, oui. Enfin, tu vois, moi, par exemple, j'ai un de mes investisseurs qui est ultra sympa. Tu vois, des fois, on s'appelle, il m'aide et tout. On va dire un peu sur les aspects RH, finance. Mais tu vois, lui, en gros, il a écrit une boîte d'intelligence artificielle qu'il a revendue à Fiat. Il a fait un bel exit. Il a récupéré voilà, plusieurs millions d'euros sur cet exit. Donc, nous, il a quand même mis un petit ticket de 200 000 euros. Donc voilà, du coup, il nous écoute et tout. Mais tu vois, voilà, le hardware, il maîtrise pas. Et donc, en fait, sur tous les aspects, on va dire vraiment industriels, il n'a pas pu, il pouvait pas nous aider, même si en fait, il était de bonne foi, c'est que c'est pas son domaine, tu vois. En revanche, on a une investisseuse qui a mis, par exemple, 50 000 euros. Et elle, tu vois, c'est ultra intéressant parce qu'en fait, elle dirige un groupe européen qui fabrique des fenêtres qui font, je crois, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, un truc comme ça. Et pour le coup, donc, elle a une formation, elle n'a pas une formation ingénieur, elle a plutôt une formation commerciale, mais elle a fait toute sa carrière dans l'industrie. Donc, du coup, elle maîtrise un peu, tu vois, tous les trucs industriels et tout. Et bon, comme elle est DAF, elle a aussi une approche très financière, donc elle m'oblige à rentrer dans le détail des chiffres. Donc, c'est malgré tout aussi intéressant. Mais voilà, et du coup, elle, typiquement, elle m'a beaucoup coaché sur tous les aspects, ben voilà, structuration, on va dire, financière pour un projet industriel. Et ça, c'était quand même assez intéressant parce que ben voilà, elle m'a vraiment obligé, entre guillemets, sur les BP et tout, à aller vraiment dans le détail. Parce qu'en fait, même, on va dire, la plupart des investisseurs, ils n'ont pas forcément une approche financière très fine, dans le sens où en fait, c'est souvent des gens qui avaient tu vois, une idée, on va dire, bah, soit une idée marketing, et ils sont associés avec un ingénieur, soit c'est au contraire des ingénieurs qui ont une idée technique, et ils sont associés avec un commercial pour la développer. Mais dans Mm. tous les cas, en fait, généralement, quand ils ont levé des fonds, ils sont passés par un leveur de fonds et tout. Alors que nous, on a tout fait nous-mêmes. Et en fait, bah, du coup, avoir bah, voilà, l'expertise, par exemple, de quelqu'un qui a fait une carrière de DAF, donc directeur administratif et financier, ça m'a quand même permis bah, aussi de monter en compétence, par exemple, sur les aspects financiers. Mm, 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 mm. C'est vrai que voilà, l'expertise, c'est essentiel aussi si tu l'as pas enfin, de la trouver autre part et d'être à l'écoute des conseils des autres pour avoir les armes pour développer ton produit et voilà, et pour faire en sorte que ton expérience entrepreneuriale soit un succès. Euh, est-ce que j'ai d'autres questions pour toi, Alors, Damien? juste sur la partie ouais, enfin, fonds, puisque enfin, pour terminer là-dessus, en Ouais. fait, généralement, quand on lève des fonds, ce qu'on recherche, c'est ce que tu dis, en fait. C'est pas uniquement de l'argent, mais c'est aussi ce qu'on appelle de la smart money. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas effectivement rechercher aussi l'expertise qui va te permettre de structurer ton projet et de t'aider à Mm, avancer. mm. Et typiquement, en fait, pour les fonds d'investissement, bah, souvent, tu vois, comme c'est des gens qui viennent du numérique, bah, en fait, même tu vois, s'ils avaient investi chez nous, en fait, ils auraient pas pu nous aider. Alors que bah voilà, c'est vrai que dans les boîtes numériques dans lesquelles ils investissent, bah, ils peuvent vraiment leur apporter un coup de pouce
et les aider, entre guillemets, à avancer et tout, parce que c'est eux-mêmes ce qu'ils ont fait dans leur carrière, tu vois. Par exemple, tu prends les mecs je sais pas, de VP et tout, tu vois, qui réinvestissent dans des boîtes, bah, en fait, quand ils investissent dans des boîtes de e-commerce, bah, forcément, ils sont capables de les aider, Mm, puisqu'en mm, fait, c'est mm. ce dans quoi ils ont fait fortune. Donc forcément, c'est facile, tu vois. Mais après, tu prends en fait des gens, tu vois, qui ont fait fortune dans quelque chose et qui se lancent dans un nouveau domaine. Par exemple, Marc Simoncini avec Angel Bike, bah en fait, bah voilà, lui, en fait, comme il avait déjà fait un truc, il a réussi à lever 20 millions d'euros, ce qui n'était pas notre cas à nous, alors qu'il fait un truc relativement à peu près du même niveau de complexité que Bob. Mais bon, derrière, en fait, il a aussi les mêmes problèmes que nous on a, que ce soit sur la partie industrielle ou sur la partie, bah voilà, gérer les retards et tout, parce qu'en fait, bah voilà, comme il n'a pas d'expérience industrielle, même si derrière il y a le financement et tout, bah en fait, tu es obligé de l'acquérir. Et en fait, bah voilà, entre guillemets, il a eu l'aide du groupe SEB, etc. Mais malgré tout, il y a une barrière à l'entrée industrielle qui fait que bah voilà, quand tu te lances dans un nouveau domaine, si tu n'as pas quelqu'un qui peut te donner l'expertise, tu es obligé de l'acquérir en te confrontant au réel et puis voilà, en faisant des erreurs et en apprenant. Mm, 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 mm. C'est là aussi où le networking c'est super important, je pense. Euh, Avoir aussi ce cercle de conseillers, ce cercle de mentors. Je sais que un peu dans le milieu de l'entrepreneuriat, il y a aussi souvent le terme de mentor qui revient. Avoir quelqu'un qui a voilà, 20, 30 années d'expérience que toi, qui a déjà vécu des expériences fortes et qui puisse partager ses expériences avec toi, ça peut être aussi un accélérateur formidable en fait dans ton, Mm. dans ton, dans ton expérience d'entrepreneur. Bah C'est-à-dire, ça, pareil, j'avais échangé du coup avec d'autres entreprises du hardware à l'époque. En fait, c'était avant le Covid. On voulait créer enfin, ils voulaient créer une association. Ils m'en avaient parlé. Moi, ça m'intéressait aussi. En fait, justement de entre guillemets Hardware France, mais pas HFR comme le forum, mais pour les startups. Mhm. Et en fait, moi, je trouvais ça assez intéressant, justement, entre guillemets, de fédérer vraiment les acteurs du hardware en France, Mm. mais aussi, entre guillemets, des PMI, PME industriels, parce que bah, voilà, je pense qu'on a beaucoup à s'apporter mutuellement sur les aspects innovation et puis même réseau et tout, parce qu'en fait, moi, maintenant, je me rends compte, au-delà, effectivement, de ce que tu dis, de bah, voilà, avoir appris à faire Bob et tout, j'ai en fait derrière tout le réseau industriel qui me permet de sortir un produit. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, je veux sortir un nouveau produit. En fait, je sais chez qui exactement je vais faire fabriquer chaque pièce parce que je sais déjà quel est le fabricant au meilleur prix pour telle pièce. Et du coup, voilà, en fait, si aujourd'hui quelqu'un me demande, bah, Damien, j'aimerais bien sortir, je sais pas, une machine à café, bah, de suite, en fait, je sais où Tu peux sourcer lui les éléments, sortir. chez qui je peux les faire fabriquer et tout, Mm, parce mm. que bah, j'ai passé 4 ans à benchmarker, Ouais, ouais, j'ai ouais. commandé des échantillons chez des dizaines et des dizaines de fournisseurs par pièce. Mm, Donc, en fait, je connais bah, quand même beaucoup de monde mm, sur la partie sourcing, quoi. mm. Mais ça, je pense que c'est vraiment un aspect qui peut être un peu négligé. C'est-à-dire que quand tu es entrepreneur, il y a des erreurs que toi tu fais, enfin, que tu peux pas vraiment éviter, mais il y a aussi des erreurs que tu peux éviter. Et éviter ces erreurs, en fait, ça peut provenir de l'apport de quelqu'un d'autre en fait. Et ça, je pense qu'il faut essayer aussi de limiter les erreurs un peu faciles qui vont ralentir le succès de ton produit, du service que tu proposes. Il faut avoir le bon milieu entre, voilà, on sait que quand on est entrepreneur, on va forcément faire des erreurs et qu'on va être dans une démarche de test and learn, mais il y a aussi des erreurs vraiment qui peuvent être fatales, que tu peux éviter super facilement si tu as le contact, si tu as l'échange avec la bonne personne au Exactement. bon moment. Alors après, ça c'est très vrai en fait, mais c'est que moi je suis quelqu'un de sympa donc je le fais bénévolement. Mais Ouais, en ça prend fait, du il y a le temps, problème, ouais. c'est qu'il y a plein. En fait, en gros, jusqu'à ce que. Enfin, moi en fait, typiquement, à l'époque, ça existait déjà, sauf qu'en fait, ça s'appelle des consultants. Et en fait, du coup, tu es spammé de gens qui, typiquement, en fait, là, moi ce que je dis entre guillemets gratuitement, et puis ce que tu vois, je le mettrai dans le Danbook, et puis que quand un gens me contacte, je leur dis volontiers sans leur demander quoi que ce soit. Mais en fait, tu as pléthore de consultants qui, entre guillemets, te spamment pour te vendre ces services-là. Et alors qu'en fait, pour moi, enfin, entre guillemets, ça devrait pas être un métier. Enfin, je sais pas, enfin, tu dis que c'est fou qu'il y ait des gens, en fait, Mm, mm. qui vont te facturer, je sais pas, 1 000 € par jour, juste Ah. pour te donner 4 noms de sous-traitants en France ou en Chine, tu vois. Enfin, Mais t'es c'est là, quoi comme bon, consultant? Aujourd'hui, là, t'as des consultants qui te contactent sur LinkedIn, etc., pour te donner des conseils sur des choses pour essayer de spécifiques. m'en vendre. Alors, je leur dis que bon, Mais bah, c'est c'est du gentil, conseil, mais vous me ils essaient de contactez te 3 jours vendre, plus tard. ils essaient de te vendre du Mais conseil en quoi? bah ouais, il y en a qui essaient encore, mais tu Mais vois, je c'est du leur dis qu'ils conseil me en quoi? contactent 4 ans trop tard, quoi. Mais c'est du conseil en quoi? Du Bah, conseil. typiquement, c'est votre conseil en industrialisation, conseil en sourcing, conseil en structuration d'entreprise, conseil en gestion des talents, conseil en ce que tu veux.
En fait, parce qu'en fait, enfin, je sais pas, j'ai même conseil en gestion des talents. Enfin, je Ouais. sais pas, je suis là, j'ai envie de recruter des gens, je passe par une boîte d'intérim. Enfin, je sais pas, il y a pas Mm, mm, de, mm, enfin, je vois pas sur quoi vous voulez conseiller, tu vois. mm, mm. Pareil, conseil en sourcing, bah, je sais pas, t'es là, bah, soit en fait le mec qui dit, bah, tu me sources la pièce et puis voilà. Mais entre guillemets, enfin, je sais pas, moi je me souviendrai très bien. Justement, parce qu'en fait, en gros, ce qui se passe, c'est que tous les gens qui bossent dans des PME, PMI, en fait, ils ont un complexe d'infériorité. Parce qu'en fait, ils ont fait, tu vois, des petites écoles et tout, et ils ont pas fait genre Centrale Supélec ou Polytechnique, etc. Et du coup, en fait, t'as plein de consultants qui là, arrivent avec de la poudre de perlimpinpin, tu vois. Et moi, je me souviendrai toujours, tu vois, ils essayaient de me vendre une prestation, justement pour du sourcing. Et je sais pas, alors déjà, le truc, il dure une demi-heure et tout. Puis je sais pas, à la fin, le mec, il arrive à me parler d'un truc avec la matrice de canaux et tout. Et je sais pas, et j'étais là, mais c'est quoi le rapport? On essaye de sourcer une électrovanne, et je sais pas, vous me sortez la matrice de canaux, etc. Mais ça a rien à voir. Je sais pas, j'y ai dit, non, mais c'est bon, arrêtez de me faire perdre mon temps, on arrête, je suis pas intéressé, point barre, tu vois. Mm, Mais parce mm. que, enfin, je sais pas, tu vois, et le problème, c'est que les gens, ils essayent de te vendre plein de trucs, tu vois, en t'expliquant que ils vont t'aider à faire de la rentabilité, enfin, etc. Alors qu'en fait, en gros, ce que tu as besoin, c'est juste de deux ou trois noms de quelqu'un qui peut fabriquer ta pièce, quoi, c'est Mm, tout. mm, mm. Et sauf que ça, ils vont te l'envelopper dans un package avec voilà 20 slides bien faites, 2 jours de recherche et tout, qui va te coûter une blinde. Là où en fait, bah, tu demandes, enfin, tu vois, s'il y a un réseau qui se crée où les gens peuvent échanger facilement, bah, en fait, juste une intro et puis voilà, quoi. Enfin, Mm, c'est... mm, mm, mm. Après, moi, le conseil, c'est une chose. Moi, je te parlais plutôt, tu sais, d'une relation de confiance avec une ou deux personnes que tu connais bien et que l'autre personne te connaît bien également, qui puissent t'aider sur le sujet. C'est comme si, en fait, tu avais, je sais pas moi, Elon Musk, qui est ton pote et qui Putain, ça, t'aide. j'aimerais être coaché par Elon C'est Musk. c'est- c'est un peu ça. Non, mais je caricature, mais c'est vraiment un peu ça l'idée, tu vois, d'avoir quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui t'aide sur les différents sujets. Après, les consultants, effectivement, c'est facturé, etc. Mais c'est aussi Ouais, mais en essayer fait, de le truc, c'est que développer tu vois, cette enfin, par exemple, relation moi, de je préfère confiance. quelqu'un quoi, tu vois, qui va investir dans ta boîte et te conseiller plutôt que quelqu'un qui te facture, parce qu'en fait, l'intérêt n'est pas le même. Mm, C'est-à-dire que mm. quelqu'un qui te facture, il a tout intérêt, entre guillemets, à ce que ça rame pour te facturer Ouais, ouais. plus, alors que quelqu'un qui a investi dans ta boîte, il a plus intérêt à ce que ça marche. Donc, tu vois, l'intérêt n'est pas le même. Du coup, clairement, bah, on revient à l'aspect smart money qu'on évoquait tout à l'heure. Et effectivement, ça existe déjà. Ça s'appelle typiquement bah, voilà, le réseau entreprendre. Donc c'est un réseau en fait qui a été créé à l'initiative de chefs d'entreprise où en gros ils apportent des fonds et en fait ça permet de faire des prêts d'honneur. Donc nous on avait eu 50 000 euros à l'époque et en fait on était coaché par quelqu'un bah, voilà, qui avait fait sa carrière dans l'industrie et tout. Donc en fait sur le principe c'était bien. Euh, Sauf que bah, pareil en fait enfin, lui il a travaillé dans l'industrie chimique et puis c'était dans un grand groupe. Donc en fait, bah, il était un peu perdu dans ce qu'on faisait. Du coup, bah, ça nous a pas été très utile. Mais voilà, grosso modo, ce système de coaching existe. Après, le seul problème, ce que je disais, c'est que bah, voilà, l'industrie hardware en France, bah, c'est quand même très petit. Et du coup, bah, trouver des coachs, ça reste compliqué. Moi, la chance que j'ai eue, alors c'est pas forcément vraiment un coach, mais c'est que j'ai pu échanger plusieurs fois avec le CEO de Ayer, donc enfin le groupe Indesit en fait, qui a été racheté par Ayer. Donc typiquement, ils ont des usines un peu partout en Europe et notamment en Italie. Et donc le CEO, c'est un Français. Et bah, c'est vrai que lui, tu vois, il avait pu m'apporter des conseils utiles, tu vois, sur, bah, voilà, enfin, en gros, quels étaient vraiment les challenges sur les vaisselles, etc. Mais après, pareil, c'est que même être coaché par quelqu'un comme ça a des limites, parce qu'en fait, comme lui, il est à la tête d'un grand groupe, bah, il a des réflexes de pensée qui sont pas forcément adaptés à une startup. Parce que bah, quand tu fais des centaines de millions de chiffres d'affaires et quand tu fais juste quelques millions, bah, en fait, les ordres de grandeur, les dépenses, les moyens que tu as en com, Mm, etc., mm, mm, c'est pas les mêmes. mm. Ok, ok, ok. Très intéressant. Est-ce que t'as d'autres sujets, toi, de ton côté, ou pas? Non, moi je pense que Non. c'est à peu près tout. Ok, ok. Bah, je crois que ça fait déjà 1h40 là Ouais, je qu'on pense qu'il y a qu'on pas, qu'on je pense qu'il y a pas mal de contenu. Il commence qu'on- à faire nuit, moi aussi, de mon qu'on côté, apparemment. discute. Bah, du coup, ouais, c'était super de te recevoir, Damien, pour ce premier épisode de mon podcast de cette chaîne YouTube. Et comme je te l'ai dit, voilà, c'est un projet, moi, qui me tient à cœur et auquel je pense depuis super longtemps. Bah, Donner, merci beaucoup. Bah, très enchanté aussi. Alors juste en fait, pour conclure, bah, déjà, tous ceux qui veulent entreprendre, n'hésitez pas à vous lancer. Puis surtout, en fait, Badr, ce qui pourrait être intéressant à la rigueur, ça serait
un de ces jours faire en fait un peu comme ça, mais avec une visite d'usine, enfin que je puisse te montrer comment ça se passe concrètement, la fabrication de Bob, parce que je pense que ça pourrait apporter. Parce que là en fait on est dimanche, donc je suis chez moi, mais typiquement si on fait ça un soir en semaine, je pourrais te montrer bah, comment fonctionne l'usine, si tu veux. Hum, hum, hum. Bah, pourquoi pas, franchement, pourquoi pas. Moi, j'ai commencé par privilégier un peu le format vidéoconférence parce que c'est un peu pratique, tu sais, pour tout le monde. Mais j'envisage aussi de faire des interviews en live, en fait, avec une caméra directement. Mais je pensais que c'était plutôt assez pratique de réaliser voilà, de commencer par réaliser des entretiens directement par vidéoconférence. Mais en tout cas, ouais, c'est super, merci de proposer. Je pense que ça pourrait intéresser plusieurs personnes de voir l'envers du décor de la production d'un Bob le lave-vaisselle. Euh, Exactement. voilà, et du coup, comme je te disais, moi, c'est un projet voilà, qui me tient à cœur et je veux vraiment donner la parole en fait à des personnes qui ont chacune une expérience intéressante, particulière, et échanger avec eux, parce que moi, je suis quelqu'un de super curieux, et voilà, cette curiosité et cette volonté aussi de discuter sur différents sujets peut en fait s'exprimer pour moi à travers la création d'un podcast et peut aussi intéresser voilà plusieurs personnes sur internet. Du coup, je te remercie encore une fois, Damien, pour être le premier invité sur ce podcast. Par rapport au nom du podcast, pour l'instant, il s'appelle Naïcé. C'était une de mes idées de podcast, de nom de podcast. Bah, je vais regarder si je vais garder ce nom ou pas. Mais en tout cas, c'est le nom du podcast actuellement. Ça veut dire introspection en japonais. Introspection, pourquoi? Parce que je pense que quand on est en interview, on est systématiquement en fait dans une démarche d'introspection pour répondre aux questions de la façon la plus véridique qui soit. Et aussi, je pense que c'est toujours bien d'avoir un peu d'introspection pour trouver la vérité et les bonnes réponses pour soi, tout simplement. Et voilà. Et du coup, Damien, je te souhaite une bonne soirée. On garde contact pour la suite. Ça marche, merci beaucoup Badr, à bientôt, À bye. bientôt. Salut, Damien.